Sous les murs d'un château majestueux, le duc Ilian se tient avec son armée, le maître des frontières nord, face à une armée massive de morts-vivants dont le nombre a dépassé toutes les attentes et un brouillard empoisonné terrifiant se répand dans l'air. Un homme crie, interpellant le duc et pointant quelque chose. Du milieu de l'armée des morts, le chevalier mort-vivant Dorian apparaît, un chevalier si puissant que même 10 chevaliers de haut rang ne peuvent garantir la victoire contre lui s'il se battait jusqu'à la mort. L'un des hommes suggère au duc de battre en retraite et de se préparer à un siège, insistant sur le fait que la victoire est impossible avec leurs forces actuelles. Le duc rejette l'idée de battre en retraite, expliquant que le mur nord est déjà tombé, et si la porte de la ville tombe également, la nation sera finie. Alors que le duc insiste sur la nécessité de les retenir aujourd'hui, quels que soient les sacrifices, il s'arrête soudainement de parler, étonné. Soudain, une personne inconnue se précipite à une vitesse incroyable vers l'armée ennemie, et le duc s'interroge sur son identité. Il est révélé que cette personne est Lord Urian Rock du marquisat sud de Rock. Quelqu'un le reconnaît comme celui qui se bat avec des dagues. Le doute se répand parmi les hommes quant à sa capacité à affronter Dorian avec des dagues, croyant qu'il est impossible de le tuer. Urian attaque le chevalier, Dorian, et le corps de Dorian commence à fondre au milieu de l'étonnement de tous se demandant comment cela se produit. Ensuite, Urian porte d'autres coups sur le reste des morts-vivants, et leurs corps fondent également avec un seul coup. Les hommes s'émerveillent de cette scène où les cadavres terrifiants fondent d'un seul coup. L'un d'eux se demande si Urian est un saint envoyé du ciel, ce à quoi un autre répond sarcastiquement de ne pas le faire rire. En réalité, Urian n'était pas un saint. Il utilisait la bataille à son avantage. Des messages systèmes apparaissent devant lui, indiquant qu'il a gagné de l'expérience et augmenté le niveau de la technique de la montagne d'os de feu, un poison qui peut dissoudre la moelle des morts vivants, et que la technique d'absorption des 10 000 poisons a absorbé le poison, augmentant l'expérience des 4 arts du poison céleste. Euron se déclare qu'il prendra tout ce qui est utile pour son corps. Les événements remontent à 6 mois où Euron se réveille dans une pièce luxueuse se demandant où il est. Une femme s'adresse à lui en disant « Vous êtes-vous réveillé, jeune maître ?» Euron la regarde avec étonnement, admirant sa beauté, mais il remarque ses vêtements étranges et l'épée à sa taille. La femme s'enquiert de son état, et alors qu'il essaie de répondre, elle lui dit qu'elle va appeler le prêtre immédiatement et s'en va. Il essaie de l'arrêter pour lui demander quelque chose, mais elle est déjà partie. Après le départ de la femme, le jeune homme est resté seul, se demandant où il était. Mais quand il a regardé son corps dans le miroir, il a été très choqué. Il a crié de surprise à sa nouvelle apparence, se demandant où était passé son corps d'origine, celui d'un homme mûr et séduisant, et comment il s'était transformé en cette forme potelée et enfantine. Il ne pouvait pas le comprendre et pensait qu'il était peut-être dans un rêve, pensant que s'il se rendormait, il pourrait se réveiller de ce cauchemar. À ce moment-là, un homme est entré et s'est adressé à lui en tant que jeune maître, et il semblait que c'était le prêtre. Une autre personne a suivi l'homme, un homme âgé avec une présence imposante et intimidante. En plus du prêtre, il a saisi la main du jeune homme. L'homme imposant a réprimandé avec colère le jeune homme, le traitant de honte pour l'honneur de la famille et lui demandant s'il avait enfin décidé de se réveiller. Le jeune homme s'interrogeait sur l'identité de cet homme effrayant. Alors que le prêtre essayait de calmer son maître, suggérant de reporter la punition puisque le jeune maître venait de se réveiller, l'homme imposant a arrêté à contre-cœur de gronder le jeune homme après avoir été convaincu par les paroles du prêtre. Après que le prêtre ait examiné le jeune homme, il a dit à l'homme imposant que son esprit semblait stable et que la plupart de ses blessures avaient guéri, exprimant son soulagement. Mais l'homme imposant s'est moqué du mot soulagement et a crié qu'il aurait préféré que le jeune homme soit mort, puis l'a accusé d'avoir agressé sa fiancée et l'a traité de monstre. Il a continué à le réprimander, lui rappelant qu'il avait eu 19 ans et qu'il était temps de grandir. Il a souligné que son jeune frère avait déjà éveillé son aura, tandis que lui, le fils aîné, grossissait de jour en jour. Le jeune homme était déconcerté par le terme aura, qu'il ne comprenait pas. L'homme imposant lui a ordonné d'aller directement voir sa fiancée et de s'excuser correctement dès qu'il se serait rétabli. Lorsque le jeune homme a demandé qui elle était, l'homme a crié que c'était sa fiancée, Aelia, l'avertissant qu'il serait fini si elle ne lui pardonnait pas. Sous la menace, le jeune homme a répondu d'une voix tremblante en signe d'accord. L'homme a conclu ses propos par un dernier avertissement à Urian de ne plus faire honte à la famille Rox. En entendant le nom Urian Rox, le jeune homme a réalisé l'horrible vérité. Il était Urian Rox. Et s'il était Urian, alors cet homme effrayant était le marquis Wellington Rox. Inconsciemment, il a prononcé le nom de Wellington directement. Le marquis s'est mis en colère que son fils ose l'appeler par son prénom devant son visage et l'a frappé avec force. Le corps de Jurien a volé dans les airs et est tombé au sol tandis que les personnes présentes ont essayé de calmer le marquis furieux alors que Jurien gisait sur le sol, presque inconscient. Il croyait toujours que tout ce qui se passait ne pouvait pas être réel, mais juste un rêve. Puis soudain, il a halté et s'est réveillé. Jurien se réveille à nouveau, toujours sous le choc, se demandant pourquoi il ne peut pas se réveiller de ce rêve ennuyeux. Une femme aux cheveux blancs entre et demande s'il s'est réveillé. Il la regarde avec choc et l'appelle par le nom d'Arin, et elle répond, confirmant son identité. Sa confusion grandit alors qu'il met ses mains sur sa tête en désespoir de cause.
Yurian demande à Arin si la raison pour laquelle il est au lit et qu'il a poursuivi Ilia et a été battu par elle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Eren est surprise par son ton soudainement formel, mais elle lui confirme qu'il a bien été attaqué par Dame Elia et qu'elle l'a frappé si fort qu'il s'est évanoui après avoir tenté de l'agresser. Orion réalise l'étendue de son problème et sent qu'il est fini. Toute la vérité lui apparaît soudainement. Il s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre à l'intérieur du roman web qu'il a lui-même écrit. Le plus grand désastre est qu'il ne s'est pas réincarné en protagoniste, mais est devenu le méchant méprisable qui crée des problèmes pour le héros et finit par mourir d'une mort misérable. Il panique, refusant de croire ce qui se passe et crie que ce n'est pas juste un webtoon, ce qui déconcerte Eren, qui lui demande la signification de ce mot. Euron pleure en se souvenant des détails du personnage Euron Rock qu'il est devenu maintenant. Il se souvient que dans son roman, Euron était une ordure à tous points de vue, sans talent ni compétence et ne s'étant jamais entraîné, vivant uniquement du nom de sa famille en tant qu'héritier. À la fin, il perd sa fiancée au profit du protagoniste. Et dans un accès de rage, il attaque le héros seulement pour subir une défaite écrasante et mourir pathétiquement dans une ruelle. Au milieu de ce monde incertain, il se demande comment il est censé survivre, d'autant plus qu'il ne sait pas quelle capacité Euron possède dans ce monde fictif. Mais il se souvient soudainement qu'en tant qu'auteur de l'histoire, il connaît au moins les opportunités et les objets que le protagoniste n'a pas encore trouvés. Il décide qu'il doit se préparer rapidement. Quand il essaie de se lever, il trébuche et sent le poids de son corps rempli de graisse. Eren lui demande avec inquiétude s'il va bien, mais il ne semble pas intéressé, et elle lui conseille de continuer à se reposer. Puis il s'arrête soudainement, fixant l'espace, réalisant qu'il ne peut pas voir cette chose maintenant. Alors que Jurien se demande pourquoi il ne peut pas voir cette chose, il réalise que cela pourrait être lié à son froncement de sourcils plus tôt. Soudain, une fenêtre système transparente apparaît devant lui, révélant des informations sur Aron. Euron découvre avec étonnement qu'il s'agit de la fameuse fenêtre de statut de ces mondes. La fenêtre affiche le nom d'Eren, ses traits qui incluent l'épée rapide niveau 2, l'esprit clair niveau 1 et l'adaptation de l'aura niveau 1, en plus d'un compteur d'affection qui indique 0. Aurin le remarque fixant l'espace et s'enquiert de son état. Euron s'énerve et lui dit qu'il est devenu fou pendant un moment mais qu'il va bien maintenant, puis lui demande de retourner à ses fonctions. Aurin est d'accord et s'en va. Une fois qu'il est seul, Euron invoque à nouveau la fenêtre de statut d'Aurin pour l'examiner. Il se souvient que dans son histoire originale, Arin a toujours été plus forte et plus talentueuse que les chevaliers ordinaires, ce que confirme le trait de l'épée rapide. Mais il s'arrête à l'indicateur d'affection, se demandant ce que c'est, et si ce monde est comme les jeux de simulation de rencontres auxquels il jouait. Cependant, il note avec soulagement que le niveau d'affection n'est pas négatif, ce qui est une bonne chose compte tenu du comportement habituel d'Urian. Yurian décide que ce n'est pas le point principal et essaie d'invoquer sa propre fenêtre de statut. En effet, elle apparaît devant lui, révélant son nom, Yurian Rock, son état spécial, obésité morbide, et un trait unique, œil de créateur niveau 1, en plus de 4 arts célestes du poison, verrouillés, et un taux de synchronisation de 99,9%. Les 4 arts célestes du poison attirent particulièrement son attention, mais il remarque que le trait est là, mais reste verrouillé. Il se souvient qu'il a été tiré d'un webtoon Wuxia qu'il adorait, qui mettait en scène une héroïne séduisante. Ses arts martiaux reposaient sur des poisons et des armes cachées. Yurian réalise que son monde est un étrange mélange d'idées, mais il considère cet art comme une opportunité en or et pense que cela pourrait être son ticket de survie. Le texte décrit cette capacité comme appartenant à un clan issu des romans chinois de Wuxia, une secte prestigieuse de la province du Sichuan spécialisée dans les poisons et les assassinats silencieux avec des armes cachées empoisonnées. Le nom de ce trait apparaît dans sa fenêtre de statut comme le clan Tang du Sichuan, verrouillé, ce qui fait se demander à Euron pourquoi il existe dans un monde de fantaisie médiévale et ce qui se passerait s'il pouvait débloquer cette capacité. Ailleurs, Eren appelle le marquis qui lui demande si Euron s'est réveillé. Aron répond par l'affirmative, confirmant qu'il s'est réveillé il y a peu de temps quand il s'enquiert de son état. Elle lui dit qu'il ne semble pas encore normal et qu'il a trébuché en essayant de se lever, indiquant que son corps est toujours en mauvais état. Le marquis est surpris par cela, d'autant plus que le prêtre Elio lui a dit que les blessures d'Euron n'étaient pas profondes. Alors que le marquis s'en va, il demande à Arin si elle a remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Euron. Il souligne que normalement, Euron serait entré dans une rage folle si on lui avait demandé de s'excuser auprès d'Elia, mais cette fois il a accepté calmement et étrangement. Le marquis pense que la personnalité de son fils n'a pas changé, et son calme actuel n'est qu'une stupeur temporaire, s'attendant à ce qu'il retrouve sa nature colérique demain, jurant de se venger d'Alia. En revanche, Aron exprime son espoir que le jeune maître se rétablisse et s'améliore progressivement. Le marquis se moque de sa foi en lui, admettant que lui-même, son père, a déjà renoncé à lui. Il rit amèrement, disant qu'il est désolé pour elle et qu'il aurait mieux valu qu'il la laisse vivre sa vie de chevalier. Erin reste silencieuse, pensant à la difficulté de la situation pour son maître, mais elle se souvient que le jeune maître aujourd'hui semblait différent d'une manière difficile à expliquer. Pendant ce temps, Yurian demande à Eren de le guider vers la salle d'entraînement parce qu'il veut faire quelques exercices.
Eren est surprise par sa soudaine demande de s'entraîner à ce moment précis, mais Urian insiste. Pendant qu'il marche, Urian pense à sa nouvelle capacité. Le trait d'œil de créateur lui permet de voir les stats, mais il n'a aucune idée de la façon de débloquer la capacité verrouillée du clan Tang du Sichuan. Il suppose que son obésité pourrait en être la raison et décide de commencer par faire de l'exercice comme première étape. Urian se sent épuisé rien qu'en traversant le vaste jardin du palais, qui a la taille de plusieurs terrains de sport. Il se rend compte qu'il n'est pas apte à faire des séances d'entraînement à domicile car son obésité le ramène toujours au lit. Il remarque également que chaque fois qu'il croise un serviteur, son indicateur d'affinité affiche des valeurs extrêmement négatives allant de la haine au dégoût intense. Il semble que tout le monde autour de lui le déteste. Il ne leur en veut pas, admettant à lui-même à quel point la personnalité de l'Urion original était mauvaise. Après une marche fatigante, ils arrivent enfin à la 3e salle d'entraînement, qui est moins utilisée par les chevaliers. Il remarque que quelqu'un d'autre est là. Dès que les yeux d'Urion se posent sur lui, une fenêtre de statut apparaît avec un message choquant. Affinité, -91, désir de tuer. La fenêtre révèle que cette personne est Rika Olian, possédant le trait d'épée rapide niveau 1. Rika sourit sarcastiquement et demande à Urian pourquoi il est venu à la salle d'entraînement, tandis qu'Urian le reconnaît avec choc. Alors que Rika sourit, il commente que c'est un grand honneur que le jeune maître se souvienne encore de lui. Urian répond nerveusement que, bien sûr, il se souvient de lui. Urian se tourne rapidement vers Aren et chuchote, lui demandant si quelque chose s'est passé entre lui et cet homme. Aren demande avec surprise s'il ne se souvient pas, puis lui rappelle l'incident. Aren explique qu'il y a quelques années, lorsque le marquis l'a forcé à s'entraîner, Urian, enragé, a convoqué Rika, qui était alors un chevalier stagiaire, et lui a défiguré le visage avec une épée tout en riant. Après cet incident, le marquis a renoncé à le forcer à s'entraîner. Euron est choqué et réalise en lui-même que l'Euron original était vraiment une racaille désespérée. Euron décide qu'il vaut mieux rentrer et demande à Eren s'il y a une autre salle d'entraînement qu'il peut utiliser seul. Eren lui dit qu'il y a une 4e salle, mais qu'elle est loin et qu'elle a de mauvaises installations, principalement un champ vide. Urian considère cet endroit comme parfait et lui demande de l'y emmener, déclarant que s'il va perdre du poids, il le fera correctement. Aaron accepte et le conduit à la 4e salle. Dès qu'ils arrivent, Urian pense à la façon dont le clan Tang du Sichuan est spécialisé dans les couteaux de lancer et les petites armes. Dans une tentative de débloquer la capacité, il saisit un poignard et le lance avec force, mais rien ne se passe. Il se sent déçu parce qu'il pensait qu'il serait capable de débloquer la capacité. Il rit nerveusement, affirmant qu'il ne faisait que lancer pour le plaisir, et décide qu'il doit d'abord développer son endurance. Eren lui suggère de courir autour de la salle, mais Urian lui dit qu'il s'entraînera seul et qu'elle peut s'entraîner comme elle le souhaite. Puis il commence à courir. Le marquis se tient stupéfait, se demandant comment Jurien est réellement venu au terrain d'entraînement et a commencé à faire de l'exercice. Il trouve cela étrange et se demande combien de temps cet enthousiasme durera. 3 semaines plus tard, il s'avère que Jurien n'a pas manqué un seul jour d'entraînement pendant toute cette période. Il a perdu beaucoup de poids, et son apparence a changé de façon notable. Le marquis commente ce changement en disant « Comme on pouvait s'y attendre de mon fils ». Alors que le marquis observe son fils, il remarque que sans la graisse, son fils a l'air beau, et il se demande s'il a vraiment mûri. Dans sa chambre, Urian regarde son corps dans le miroir, réalisant qu'il a perdu beaucoup de poids, mais il est toujours inquiet parce que le trait du clan Tang du Sichuan n'a pas encore été débloqué. Il décide de lui accorder encore un mois, et si rien ne se passe, il devra voler la rencontre fatidique destinée au protagoniste de l'histoire. À ce moment-là, Aaron entre avec son dîner. Une fenêtre de système apparaît expliquant que le plat est une soupe Sharon, un plat nutritif qui aide à brûler les graisses et à développer les muscles, et il est de coutume dans la famille Rock d'en manger après chaque séance d'entraînement. Urian montre son mécontentement de manger encore la même soupe, alors Aaron lui demande s'il en a assez. Urian confirme qu'il en a effectivement assez de la manger pendant 3 semaines consécutives. Orin lui demande sérieusement quel est son véritable objectif, s'il veut juste perdre du poids ou devenir un chevalier. Orin déclare avec enthousiasme qu'il veut, bien sûr, devenir un chevalier. Orin le gronde alors, lui rappelant que même le grand marquis lui-même mange de la soupe Chéron après son entraînement, et par conséquent, en tant que jeune maître, il devrait cesser de se plaindre et la manger. Jurien cède et commence à manger, pensant en lui-même que cette tradition est démodée, mais il l'endurera parce qu'elle l'aide à perdre du poids. En mangeant la soupe, il remarque que son goût est légèrement différent aujourd'hui. Soudain, un message du système apparaît lui indiquant qu'il a ingéré du poison. Malgré son choc, un autre message suit indiquant qu'il a rempli la condition pour débloquer le clan Tang du Sichuan et que le trait est maintenant débloqué, le laissant dans un état de confusion. Ailleurs dans le palais, le marquis pensait encore au changement de son fils. Il a admis que son fils était devenu beau après avoir perdu du poids et s'est demandé à nouveau s'il avait vraiment mûri. Quelqu'un demande au marquis la permission d'entrer dans la pièce, apportant du thé pour lui, et elle se révèle être sa seconde épouse, Kana. Elle lui demande ce qu'il regardait avec tant d'attention. Le marquis répond qu'il pensait juste à la beauté du jardin.
Kana loue son goût et lui dit qu'elle s'occupe personnellement du jardin, et le marquis la complimente sur ses merveilleuses compétences. Alors que le marquis et sa femme Kana conversent, Kana lui demande quand il choisira Colin comme héritier, comme il l'avait mentionné précédemment. Elle ajoute que puisque la question a déjà été décidée, il serait préférable d'accélérer les choses. Le marquis est surpris par sa question et lui dit avec hésitation que cela pourrait prendre plus de temps. Kana s'y oppose et lui rappelle qu'il a promis de nommer Colin comme héritier ce mois-ci. Le marquis explique que, comme elle l'a probablement entendu, Urien semble être revenu à la raison récemment. Et en tant que fils aîné de la famille Rox, s'il persévère ainsi, il pourrait devenir un bon successeur. Kana fait semblant d'être d'accord, disant qu'elle a aussi entendu parler de l'amélioration d'Euron et qu'elle s'inquiétait pour lui, mais elle est heureuse qu'il ait enfin retrouvé ses esprits, considérant que cela doit être un soulagement pour la marquise également. Le marquis rit, commentant sarcastiquement que son fils ne s'est réveillé qu'après que sa fiancée l'ait giflé. Quand Kaina lui demande à nouveau ce qu'il va faire de l'héritier, le marquis répond qu'Urien ne s'entraîne que depuis 3 semaines, et qu'il préférerait l'observer pendant une plus longue période. Mais il lui promet que si Euron revient à ses anciennes habitudes, il accordera immédiatement le titre d'héritier à leur premier fils, Colin. Kaina lui demande de la rejoindre dans la chambre après avoir terminé son travail. Et après son départ, des signes de colère intense apparaissent sur son visage alors qu'elle jure silencieusement de se venger d'Urien. Pendant ce temps, Urien était toujours choqué par le déblocage du trait du clan Tang du Sichuan. Comme la famille Tang du Sichuan est spécialisée dans les poisons, il réalise que la condition pour le débloquer était d'ingérer du poison, ce qu'il trouve ridicule. Il se rappelle la fenêtre d'information pour la soupe Charon et découvre qu'il peut faire défiler vers le bas pour voir plus de détails. Les informations supplémentaires révèlent une mise à jour de la base de données concernant l'herbe Agnan avec une propriété paralysante. Cette herbe est principalement une plante médicinale, mais contient un poison très léger. Elle est inoffensive pour les adultes en petite quantité. Mais si elle s'accumule dans le corps, elle paralyse lentement le corps jusqu'à la mort. Aron le sort de sa rêverie en lui demandant pourquoi il a arrêté de manger. Euron reprend ses esprits et commence à manger rapidement. Pendant qu'il mange, il pense à qui a mis le poison dans sa nourriture. Il se souvient que dans l'histoire originale, le deuxième fils, Colin, était censé être nommé héritier à cette époque. Il en déduit que la raison du retard est qu'il a commencé à s'entraîner, et donc celui qui l'a empoisonné vient probablement de ce côté-là. Une autre fenêtre système apparaît, l'informant qu'il a rempli la condition pour débloquer le poison de paralysie faible. Après avoir terminé tout son repas, il dit à Arin avec un étrange sourire que la soupe était si délicieuse qu'elle l'a fait pleurer. Il lui demande ensuite de le laisser seul pendant un certain temps. Arin accepte, lui souhaite une bonne nuit et s'en va. Dès qu'il est seul, Urien invoque sa fenêtre d'état pour examiner le trait du clan Tang du Sichuan nouvellement débloqué. Sa fenêtre d'état mise à jour apparaît, indiquant sa condition comme étant en surpoids, un léger empoisonnement et une légère douleur musculaire. En plus de ses traits et de son taux de synchronisation, il découvre qu'il peut se concentrer sur une partie spécifique de l'interface, comme dans les jeux de réalité virtuelle, pour afficher des détails supplémentaires. Quand il se concentre sur le trait du clan Tang du Sichuan, il se divise en 3 catégories, les poisons, les armes cachées et les arts martiaux, qui sont tous verrouillés. Il décide de commencer par examiner d'abord la catégorie des poisons. Une longue liste de poisons disponibles apparaît, comme le poison de paralysie faible, le sérum de vérité et la fumée tueuse d'âme, tous verrouillés et nécessitant le déverrouillage préalable de poisons de niveau inférieur. Quand il fait défiler jusqu'à la fin de la liste, il constate que le dernier poison disponible est le niveau 30 absolu caché. Il réalise que le système est basé sur le déverrouillage progressif des compétences par niveau. Pour déverrouiller le poison le plus simple, le poison de paralysie faible, il découvre qu'il a d'abord besoin d'une technique interne. Il trouve cela logique car le clan Tang utilise l'énergie interne pour contrôler les poisons. Il passe ensuite à l'examen de la catégorie des arts martiaux à la recherche d'une technique interne. Une liste des techniques internes de base disponibles pour la sélection apparaît, y compris les arts du poison noir, les arts de l'aiguille de tonnerre et l'énergie des 10 000 poisons divins avec un avertissement qu'il ne peut choisir qu'une seule technique interne. En tant que fan d'histoire de Wuxia, il trouve le choix facile. Il se souvient que les arts du poison noir se concentrent sur les poisons. Les arts de l'aiguille de tonnerre se concentrent sur les armes cachées. Alors que l'énergie des 10 000 poisons divins, bien qu'elle prenne plus de temps à maîtriser, permet de maîtriser à la fois les poisons et les armes cachées. Il choisit la dernière option, croyant que plus il y en a, mieux c'est, comme c'est toujours le cas avec les protagonistes des histoires de Wuxia. Dès qu'il choisit l'énergie des 10 000 poisons divins, il sent que les incantations de la technique ont été gravées dans son esprit. Il décide immédiatement d'essayer de faire circuler l'énergie, alors il enlève sa chemise et s'assoit dans une posture méditative. Il sent un flux étrange dans tout son corps et réalise que c'est du chi ou de l'énergie vitale. Il commence à le guider à travers les voies énergétiques correctes de son corps, puis le stocke dans son centre énergétique d'Antian pour construire son pouvoir interne. Il passe toute la nuit à s'entraîner jusqu'au matin et découvre avec étonnement que les romans d'arts martiaux ne mentaient pas sur la possibilité de s'entraîner toute la nuit sans dormir. Il trouve que c'est tout à fait vrai.
Et qui plus est, il ne se sent pas fatigué du tout. Au contraire, il sent que tout son corps est rempli d'énergie. Il découvre également qu'il peut maintenant sentir le flux de QI autour de lui au point qu'il peut dire combien d'oiseaux se trouvent à l'extérieur de sa fenêtre sans même regarder. Il sent l'énergie solide et chaleureuse dans son dentian et découvre qu'il peut maintenant ouvrir la fenêtre d'état simplement en dirigeant le chi vers sa tête sans avoir besoin d'un miroir, et la fenêtre montre que son énergie des 10 000 poisons divins est au niveau 1, une étoile à 10%. Après avoir passé la nuit en méditation, Jorian sent une aura familière devant sa porte. Eren entre à ce moment-là pour le réveiller et remarque que son lit n'a pas été touché, concluant qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Jorian lui a confirmé qu'il n'avait pas encore dormi. Elle lui suggère de se reposer et de sauter l'entraînement d'aujourd'hui, mais Jorian refuse avec enthousiasme, insistant sur le fait qu'il se sent excellent et qu'il doit s'entraîner. Eren accepte à contre-cœur et décide de préparer d'abord le petit déjeuner pour lui. Après avoir fermé la porte derrière elle, elle se demande quand le jeune maître a commencé à prendre du muscle. Plus tard, sur le terrain d'entraînement, Jorian saisit l'un des poignards. Il est soudain surpris par l'apparition d'un réticule devant ses yeux, semblable à ceux des jeux vidéo de tir à la première personne. Il décide de viser précisément la cible et lance le poignard avec force. Le poignard atteint la cible avec précision. Erin a été surprise quand elle l'a vu atteindre la cible du premier coup. Une fenêtre système apparaît, annonçant le déverrouillage de la catégorie des armes cachées du clan Tang du Sichuan. Une Eren choquée lui demande ce qu'il vient de faire. Jorian répond qu'il ne sait pas non plus, affirmant que les résultats de son entraînement au cours du dernier mois commencent à se manifester. Jorian regarde Eren, stupéfaite, remarquant que c'est la première fois qu'il la voit aussi agitée. Il décide de réessayer, pensant que lorsqu'il lance, il sent une énergie interne ardente jaillir du fond de son estomac. Il lance à nouveau le poignard, cette fois avec plus de force et de vitesse. Le poignard pénètre la cible et la brise complètement. Eren a été extrêmement choquée quand elle a vu qu'il avait non seulement atteint la cible avec précision, mais qu'il l'avait complètement détruite. Euron se rend compte que le fait d'avoir ce réticule est fondamentalement une triche. Il se souvient que dans sa vie antérieure, il était doué pour les jeux de tir, à tel point qu'il a même remporté un tournoi local dans un cybercafé dans un jeu appelé Attaque de bataille. Alors qu'Eren reste stupéfaite, se demandant ce qui se passe, Euron lui demande si elle ressent quelque chose qui émane de lui. Eren répond qu'elle ne peut rien dire de spécial, sauf qu'il a beaucoup perdu de poids depuis hier. Elle confirme que bien qu'il ait régulièrement perdu du poids en raison de son entraînement quotidien et de sa consommation de soupe Sharon, le changement en lui aujourd'hui était particulièrement visible. Jorian est surpris par sa réponse et réalise qu'elle ne peut pas sentir le flux d'énergie interne dans son corps. Il en conclut que dans ce monde, il est le seul à pouvoir utiliser l'énergie interne, et personne d'autre ne peut la détecter, ce qui signifie qu'il a acquis un pouvoir incroyable et unique. Jorian décide de continuer à s'entraîner et lance d'autres poignards avec une extrême précision. Cette fois, il a lancé un poignard qui a percé celui déjà planté dans la cible, ce qui impressionne Arin, qui couvre sa bouche, choquée. Elle demande à essayer de lancer une fois elle-même. Arin lance le poignard, mais il rate complètement la cible. Jorian rit, soulignant qu'il a enfin trouvé quelque chose qu'elle ne peut pas faire, ce qui l'agace. À ce moment, une fenêtre système apparaît devant Jorian, annonçant la fin de la mémoire de Sachin Donga et le déblocage de la compétence de frappe directe. La fenêtre explique que cette compétence lui permet de lancer avec plus de force et de vitesse, pas seulement avec les armes dont il se souvient, mais avec n'importe quoi d'autre comme des pierres, du bois ou des épées de fer. Jorian si c'était son arme précieuse. Alors qu'Eren essayait encore de comprendre pourquoi elle avait échoué, Eren ramasse une épée de bois cassée pour tester sa nouvelle compétence. Il lui demande de reculer un peu. Eren a été surprise quand elle l'a vu tenir une épée cassée, ne réalisant pas ce qu'il avait l'intention d'en faire. Puis Euron sent un énorme flux d'énergie interne de son dentian à ses bras et lance l'épée de bois. L'épée cassée vole avec une force immense et perce le centre de la cible, la brisant. Eren est stupéfaite et crie, demandant ce pouvoir et ce qui se passe. Euron répond avec une fausse modestie qu'il n'est pas sûr, et que c'est peut-être la puissance de la pratique. Eren rejette cette explication, réalisant que ce qu'elle a vu était impossible. À ce moment-là, Euron s'adresse à elle sérieusement, disant qu'il sait qu'elle rend compte de ses affaires à son père, le marquis. Cet aveu la surprend, alors il lui demande une faveur, qui est de garder cette affaire secrète pour le moment. Il explique qu'il teste actuellement plusieurs choses et qu'il lui expliquera tout lui-même plus tard, lui demandant d'attendre jusque-là. Arin accepte sa demande. Une fois la journée d'entraînement terminée, Eurian observe l'un des chefs nommé Perrault alors qu'il s'en va. Eurian utilise la capacité de l'œil du créateur pour l'examiner, et une fenêtre d'état apparaît révélant que Perrault a les traits touchés empoisonnés niveau 1 et mouvement agile niveau 1, et son niveau d'affinité avec lui est neutre. Euron se rend compte que le trait de toucher empoisonné est ce qui permet à Perrault de mettre du poison dans la nourriture et confirme que c'est lui qui l'a empoisonné. Euron décide qu'il est temps de passer son vrai test. Il concentre son énergie et libère le poison paralysant qu'il a récemment appris. Sur Perrault à distance, Perrault est immédiatement empoisonné et tombe au sol. Incapable de bouger, Euron célèbre son succès et remarque un chronomètre apparaissant au-dessus de Perrault,
indiquant que l'effet de paralysie durera 1 heure. Urien porte Perrault paralysé et le déplace dans une ruelle isolée. Alors que Perrault commence progressivement à reprendre conscience, Urien commence à l'interroger. Il lui demande s'il sait qui il est, le menace et lui dit que s'il veut vivre, il doit répondre honnêtement. Il lui demande directement si c'est lui qui a mis le poison dans sa soupe puisque Perrault ne peut pas parler. Urien met en place un système simple pour répondre. Cligner 1 fois pour oui et 2 fois pour non. Après que Perrault ait confirmé sa compréhension avec un seul clignement d'yeux, Urien répète sa question sur la question de savoir s'il est celui qui a empoisonné la soupe, et Perrault cligne 1 fois des yeux, avouant sa culpabilité. Urien continue son interrogatoire, demandant si le poison utilisé était l'herbe de Anyang, et Perrault confirme cela avec un autre clignement d'yeux. Puis Euron lui pose la question la plus importante sur qui lui a ordonné de l'empoisonner, et était-ce Marcianès Kaina qui lui a ordonné de le faire? Euron est surpris quand Perrault cligne 2 fois des yeux, niant l'implication de Kana. Euron doute de sa réponse et l'avertit de ne pas mentir, menaçant de lui trancher la gorge et affirmant qu'il peut dire s'il ment ou non. Alors qu'Urion fait pression et menace Perrault, il répète sa question de savoir si Lady Kana est celle qui lui a ordonné de l'empoisonner. Perra reste silencieux un instant puis cligne des yeux 2 fois, niant l'implication de Kana. Jurien est surpris par son insistance, mais il voit dans ses yeux qu'il ne ment pas, alors il s'interroge sur l'identité de la vraie personne qui a donné l'ordre. Jurien décide de reporter la découverte de cette information à plus tard. Après cela, Jurien sort quelque chose et force Perrault à le manger. Il lui dit que ce qu'il a mangé est du poison paralysant et qu'il n'a qu'1 mois à vivre. Il l'avertit que s'il ne prend pas l'antidote en sa possession dans ce délai d'1 mois, tous ses organes internes se dissoudront. Sur ce, il l'oblige à suivre ses ordres à partir de maintenant et lui demande s'il a compris le sens de ses paroles, ce à quoi Perrault acquiesce avec un clignement d'yeux craintif. Euron pose sa main sur la tête de Perrault et annule l'effet du poison paralysant sur lui, et Perrault est surpris de retrouver sa capacité à bouger. Dès que Perrault retrouve sa capacité à parler, Euron lui demande pour la dernière fois qui lui a ordonné de l'empoisonner. Perrault avoue que celui qui a donné l'ordre était le commandant des chevaliers, Carax le Vinton. Eurion reconnaît le nom, et Perrault explique que Carax lui a ordonné de tuer le jeune maître en raison d'une maladie au cours de cette année. Eurion se souvient que Carax est le frère aîné de Kaina qui a obtenu le poste de commandant des chevaliers grâce à son mariage avec le marquis, et il se rend compte que sa conclusion n'était pas tout à fait fausse et que Carax est son partenaire. Eurion décide que ce n'est pas la partie importante maintenant et donne un morceau de papier à Perrault. Perrault se rend compte que le papier contient une liste de poisons. Eurion lui dit que comme Perrault a une connaissance approfondie des poisons, cela signifie qu'il peut les obtenir du marché noir en utilisant l'argent qu'il obtiendra de Carax. Il lui ordonne de rassembler tous les poisons de la liste et de les lui apporter et de commencer par ceux qu'il a déjà d'ici demain soir. Lorsque Perrault demande pourquoi il a besoin de ces poisons, Euron le gronde et lui dit qu'il ne lui a pas donné la permission de poser des questions. Perrault recule de peur et accepte d'exécuter l'ordre. Avant que Perrault ne parte, Euron ajoute un dernier ordre choquant. À partir de maintenant, sa soupe doit toujours être pleine d'herbes de Hagnan. Cet ordre laisse Perrault dans un état de complet désarroi, tandis qu'Euron rit, impressionné par la beauté des arts martiaux. Alors que Perrault part, Urien pense sarcastiquement à la façon dont Perrault a cru au mensonge du poison paralysant, révélant que ce qui l'a forcé à manger n'était que des feuilles séchées. Urien décide qu'il doit maîtriser rapidement les arts martiaux du clan Tang du Sichuan. Il se souvient que si les événements devaient se dérouler selon les paramètres qu'il avait écrits dans son histoire, un événement terrifiant se produirait bientôt dans le monde extérieur. Cette nuit-là, Perrault lui apporte les herbes vénéneuses qu'il avait déjà en sa possession. Urien examine les herbes et les reconnaît immédiatement, grâce à la fenêtre d'état qui apparaît devant lui, et Perrault est surpris par sa capacité à identifier ces poisons rares. Jurien s'est vanté auprès de lui que cette information était une simple affaire pour lui, bien qu'en réalité, il l'ait obtenue de la fenêtre qui lui apparaît. Jurien lui demande pourquoi il transportait d'autres poisons si l'herbe de Hagnan seule suffisait à le tuer. Péto explique que l'effet de l'herbe de Hagnan est lent et qu'une résistance peut se développer contre elle. Mais en le mélangeant avec du poison Nyakrakpa, son effet devient plus fort et plus furtif. Jurien en déduit que le mélange de poisons les rend plus forts et plus précis. Jurien demande à Perrault comment il a appris tout cela, et Perrault répond que lorsqu'il avait 8 ans, il a été vendu à la famille Le Vinton et formé sous la direction d'un maître des poisons là-bas. Il ajoute qu'il y avait environ 20 autres enfants, mais ils sont tous morts, et lui seul a survécu. Euron se rend compte que Perrault en veut beaucoup à la famille Le Vinton et qu'il s'est trouvé un outil utile. Euron a félicité Perrault pour son bon travail, puis lui a permis de partir. Après avoir renvoyé Perrault, Urien décide de commencer son entraînement. Il prend toutes les herbes vénéneuses et commence à les manger. Une fenêtre système avec des messages consécutifs apparaît l'informant qu'il a ingéré divers poisons et que le corps de 10 000 poisons divins les absorbe. Soudain, un avertissement de danger apparaît lui demandant d'effectuer une méditation respiratoire immédiate. Urien s'assoit et médite profondément, déterminé à atteindre la 2e étape de sa technique. Le lendemain matin, Erin entre pour réveiller Urien. Elle est surprise de le voir assis torse nu en méditation. Elle est choquée de voir son corps, qui s'est transformé du jour au lendemain en un physique musclé. Une fenêtre système apparaît devant Euron,
lui indiquant que l'énergie des 10 000 poisons divins est passée au deuxième stade, qu'il a acquis un nouvel art martial, le pas du petit dragon, et que plusieurs nouvelles techniques de poison ont été débloquées. Alors qu'Eren lui demande avec confusion ce qui se passe, elle sent une odeur nauséabonde provenant de son corps. Euron réalise que ce que disent les romans est vrai. Lorsque l'énergie interne augmente et que les arts martiaux progressent, le corps expulse une grande quantité de déchets en une seule fois. Yurian réalisa que l'odeur était vraiment répugnante, alors il bougea pour ouvrir la fenêtre. Eren le supplie de ne rien faire et ordonne à Yurian d'aller à la salle de bain, et il lui dit d'y aller immédiatement. Après s'être nettoyé, il part avec Eren, et il se dirige vers le terrain d'entraînement. En chemin, Yurian commence à apprendre une nouvelle compétence mignonne, le pas du petit dragon, un jeu de jambes spécial du clan Tang, parfait pour les mouvements rapides, l'assassinat et l'évasion. Yurian se sent ravi d'apprendre une compétence qui n'apparaît généralement que dans les romans de Wuxia et trouve que le simple fait d'imiter les mouvements lui procure une bonne sensation. Elle lui demande avec inquiétude s'il va bien. Aaron remarque sa démarche étrange, qui ressemble à celle d'un ivrogne. Yurian rit et lui assure qu'il va bien, mais elle reste inquiète et lui demande s'il est sûr d'aller au premier hall d'entraînement aujourd'hui, soulignant qu'il sera bondé de chevaliers. Yurian lui assure qu'il va bien et explique qu'il veut juste voir comment les autres chevaliers s'entraînent. À leur arrivée, les chevaliers stagiaires remarquent leur présence. L'un d'eux reconnaît Arin comme la servante du jeune maître, mais ils ne reconnaissent pas Yurian au début, se demandant plutôt qui est ce beau jeune homme. Puis l'un d'eux se souvient des rumeurs selon lesquelles le jeune maître avait beaucoup perdu de poids, et il réalise que ce jeune homme est Euron lui-même. Des murmures circulent parmi eux, exprimant leur incrédulité face à cette transformation car il était aussi gros qu'un cochon il y a à peine un mois, et ils se demandent quel genre de magie il a utilisé. Grâce à son énergie interne, Euron peut entendre clairement tous leurs murmures. Il remarque un chevalier stagiaire s'entraîner sérieusement et avec compétence et commente qu'il deviendra bientôt un chevalier junior. Eren lui dit qu'il s'agit des postures d'épée de base de la famille Rock et lui conseille de regarder. À ce moment-là, Euron se rend compte que ce chevalier n'est autre que Krié, l'un des personnages principaux de son roman et un futur allié du protagoniste. Euron n'avait rien écrit sur l'apparence de Krié avant sa rencontre avec le protagoniste et trouve intéressant qu'il ait été là depuis le début. Il voit sa présence comme une opportunité qui pourrait lui être utile plus tard. Euron se retourne vers les chevaliers qui murmuraient à son sujet et utilise l'œil du créateur pour voir que leurs niveaux d'affinité vont de l'hostile au dégoûté et à l'intention meurtrière. Euron décide que ces chevaliers seront son premier terrain d'essai. Alors qu'Euron observe les chevaliers, il décide de commencer par tester le poison persistant, un poison qui se propage dans tous les organes une fois inhalé. Euron a choisi l'un des chevaliers pour être le premier à tester la compétence. Il active le poison persistant. Soudain, l'un des chevaliers tombe à genoux de douleur, et ses collègues se rassemblent autour de lui avec inquiétude, incitant les autres à suggérer d'appeler un prêtre. Le chevalier hurle la cause de la douleur intense, mais soudain, le chevalier se lève car la douleur a complètement disparu, ce qui met en colère ses collègues qui l'accusent de leur faire perdre leur temps. Après le succès de sa première expérience, Jurien décide de tester un autre poison. Cette fois, il choisit la fumée tueuse d'âme, un poison qui crée des illusions provoquant la peur et la confusion dans une zone spécifique. Il l'active pendant que les chevaliers se disputent encore. L'un des chevaliers a été surpris lorsqu'il a vu un monstre apparaître soudainement et se jeter sur lui. Les chevaliers commencent à hurler de terreur. Aaron a été surpris par la réaction des chevaliers et n'a pas compris pourquoi ils criaient. Les chevaliers se sont effondrés au sol en état de panique. Alors qu'Aaron reste perplexe, se demandant pourquoi ils agissent si étrangement, chacun d'eux voit des monstres, des démons et des squelettes. Les chevaliers ont été plongés dans un état de terreur absolue, incapables de penser ou d'agir. Après que les chevaliers se soient calmés et repris leurs esprits, ils se regardent avec confusion, se demandant ce qui vient de se passer. Euron réalise que continuer le test pourrait entraîner de véritables effusions de sang et se sent satisfait de la puissance de ces poisons. Yurian a dit à Eren qu'il devrait rentrer. Il dit à Eren que l'endroit est devenu trop bruyant, et qu'il préférerait aller au 4e hall d'entraînement. Sur le chemin du retour, une servante les appelle et lui dit qu'il a un visiteur. La servante l'informe que Lady Ilia Marcus est venue le voir. Pendant ce temps, Ilia l'attend à l'intérieur, déterminée à rompre définitivement leur fiançailles cette fois-ci. Lorsque Rion entre dans la pièce, Ilia le voit et est complètement choqué par sa nouvelle apparence, alors qu'il la salue calmement. Mais Ilia ne l'avait pas encore reconnu. Lorsque la servante l'informe de l'arrivée de Lady Elia, Euron pense à sa fiancée, Elia Marcus, qui est douée avec ses poings. Il se souvient qu'à cette époque dans l'histoire originale, Elia a commencé à exiger l'annulation de leurs fiançailles, mais le Yuri original a continué à refuser. Yuri soupire car il n'avait pas d'autre choix que de l'affronter. Quand il la rencontre, Elia est tellement choquée par sa nouvelle apparence qu'elle ne le reconnaît pas et lui demande qui il est. Yuri lui dit calmement que c'est lui, ce qui la déconcerte encore plus. Elle lui dit qu'elle a entendu une rumeur selon laquelle il avait perdu du poids grâce à l'entraînement, mais pensait que c'était faux. Elle se demande comment il a pu autant changer en moins de 2 mois. Elia répond simplement qu'il a travaillé dur, et Elia est surprise par sa réponse. Il explique qu'après avoir été battu par elle,
il a beaucoup réfléchi et a décidé de changer. Il y a doute de ses intentions, pensant qu'il pourrait essayer de se battre comme forme de vengeance, ce que Urian nie avec véhémence. Puis, étonnamment, il s'agenouille devant elle, exprimant sa gratitude. Il lui dit que grâce à elle, il a pu reprendre ses esprits, et il s'excuse sincèrement pour ce qui s'est passé à l'époque. Il ajoute que si elle souhaite rompre les fiançailles à cause de cet incident, il acceptera sa décision. Alia, complètement déconcertée, lui demande qui il est vraiment, ce à quoi il répond, Urian Rock, l'ancien vaurien. Urian s'est excusé abondamment auprès d'elle, et Alia a été stupéfaite par son changement. Urian se dit que bien que ce qui s'est passé n'était pas de sa faute, mais de la faute du propriétaire du corps d'origine, il y a une raison qui le pousse à demander pardon de cette manière. Euron utilise l'œil du créateur et voit la fenêtre d'état d'Alia, qui révèle ses traits, la beauté qui fait tomber les royaumes et la reine de l'épée, et son niveau de préférence pour lui est -16, la haine. Euron réalise qu'Alia n'est pas qu'une héroïne ordinaire. Le trait de reine de l'épée la rend de plus en plus forte. Et plus tard dans l'histoire, elle sauve le protagoniste déchu et vainc l'un des principaux méchants grâce à ce trait. Par conséquent, il se dit que même s'il rompt les fiançailles, il est préférable de renouer leur relation et de faire d'elle son allié. Elia lui ordonne de se lever et lui demande s'il est sérieux au sujet de ce qu'il a dit. Urian confirme son sérieux et le jure, alors Elia exige avec colère qu'il prête un véritable serment. Alors qu'Elia le met sous pression avec son aura suffocante, Urian pense que cette scène lui semble familière. Elia l'a menacé que sa vie à partir de maintenant ne serait plus la même. Et s'il rompait son serment, elle n'hésiterait pas à l'éliminer elle-même. Il se souvient que c'est le même dialogue qu'Elia a tenu au protagoniste du roman original, pas à Euron. Sous la pression intense, Euron décide d'utiliser sa technique interne, l'énergie des 10 000 poisons divins, pour résister facilement à l'aura d'Alia. Alia est très surprise lorsqu'elle sent que son aura a été repoussée et se demande comment cela a pu arriver. Urian trouve l'occasion parfaite pour jurer qu'il ne reviendra pas à ses anciennes habitudes. Après s'être calmé, Elia lui dit timidement qu'elle va le surveiller et l'avertit que s'il commet une autre erreur, les fiançailles seront rompues sans condition. Puis elle part. Urian a été surpris de constater qu'Alia n'avait pas l'intention de rompre les fiançailles. Après son départ, elle rencontre la marquise, qui lui demande si elle a pris sa décision concernant les fiançailles. Elle lui dit qu'elle a décidé de ne pas les rompre. Le marquis a été surpris par la réponse. Quand le marquis lui demande la raison, Elia avoue qu'elle ne la comprend pas complètement elle-même. Elle explique qu'elle a entendu une rumeur concernant son changement et qu'elle voulait voir par elle-même, se demandant s'il était redevenu la personne gentille et faible qu'il était dans son enfance. Mais elle a découvert qu'il était une personne complètement différente, c'est pourquoi elle a décidé de lui faire confiance cette fois-ci. Le marquis lui a demandé si elle était sûre de ce qu'elle disait, et elle a répondu par l'affirmative. Elle ajoute que s'il redevient un vaurien, elle le battra à mort de ses propres mains. Le marquis rit joyeusement, admirant sa forte personnalité, et lui demande de prendre bien soin d'Euron. Elia refuse l'offre du marquis de rester quelques jours, expliquant qu'elle a dit à son père qu'elle venait rompre les fiançailles, donc la situation serait délicate. Le marquis lui demande de voir Jurien avant de partir, mais elle refuse à nouveau, disant qu'il s'entraîne et qu'elle ne veut pas le déranger. Plus tard, le marquis convoque Jurien. Il plaisante d'abord avec lui, faisant semblant de ne pas le connaître. Jurien est devenu anxieux, craignant que son père ait découvert la vérité. Puis il rit et lui dit qu'il est fier des grands efforts qu'il a déployés. Le marquis lui demande s'il sait pourquoi il a été convoqué, et Jurien répond qu'il pense qu'il est temps de commencer sa formation de chevalier. Le marquis est surpris par l'intelligence de son fils et lui dit qu'il est temps d'apprendre les arts de l'escrime de la famille Rox, mais Jurien lui dit qu'il a autre chose dont il aimerait discuter. Le marquis est choqué lorsque Jurien lui dit qu'il veut apprendre les arts du lancer au lieu de l'escrime. Jurien a fermement confirmé sa décision. Le marquis refuse catégoriquement. Décrivant les arts du lancer comme une astuce bon marché utilisée par les voleurs, il ajoute qu'une compétence primitive comme le lancer de dague ne pourrait même pas pénétrer l'armure d'un chevalier, et encore moins les écailles d'un monstre de bas niveau comme un burak. À ce moment-là, Jurien propose un pari. Qu'il puisse ou non chasser un burak en utilisant une dague, le marquis qualifie l'entêtement de son fils d'inutile, affirmant que la lame d'un guerrier a besoin d'une aura pour détruire les écailles d'un burak et que même s'il s'entraînait aux arts du lancer pendant 100 ans, il ne serait jamais capable de les pénétrer. Jurien insiste sur le pari, soulignant que le marquis gagnerait sûrement dans ce cas, il devrait donc accepter le pari. Alors, le marquis accepte finalement, y voyant une opportunité de briser l'entêtement de son fils. Ils conviennent des termes du pari. Si Jurien réussit à chasser le burak, il l'entraînera lui-même à partir de maintenant. Mais s'il échoue, il suivra la volonté du marquis. Jurien est ravi et décide de se préparer pour le test pratique du lendemain. Jurien se demandait combien de tentatives il lui faudrait pour pénétrer les écailles de borax. Il prévoit de manger des herbes toxiques cachées cette nuit-là pour élever le niveau de son énergie de 10 000 poisons divins à la 3e étoile. Aaron vient plus tard le voir avec un message de la marquise, fixant l'heure du test à 12 heures dans la première salle d'entraînement. Euron lui demande si elle connaît les détails du pari,
et elle lui dit que tout le palais est au courant et que tout le monde rit et parle de la façon dont Euron va mouiller son pantalon de peur ou s'enfuir en voyant le Burak. Elle lui dit qu'il est toujours l'ennemi public aux yeux de tous. Il lui demande si ces personnes viendront regarder, et elle confirme que la salle sera remplie car le marquis n'a pas interdit la présence. Urian s'est énervé, murmurant pour lui-même que ce qu'il voyait s'était déjà transformé en une scène spectaculaire. Urien lui demande son avis, et elle répond qu'elle croit que demain sera son jour. Cette nuit-là, Urien atteint la 3e étoile dans sa technique. Le jour du pari, la salle d'entraînement était bondée de monde. Le marquis demande à Urien s'il est prêt. Urien remarque le grand nombre de participants, et le marquis affirme qu'il n'a parlé qu'à son mage personnel et que la nouvelle s'est répandue d'une manière ou d'une autre. Il l'avertit de ne pas s'embarrasser devant tout le monde. Après cela, un aîné commence le rituel d'invocation. Euron regarde, fasciné, car c'est la première fois qu'il voit de la magie en personne. Soudain, un énorme monstre a traversé l'endroit, soulevant un épais nuage de poussière entremêlé d'une aura saturée de charges électriques. Ce qui est encore plus surprenant pour lui, c'est qu'il verra le monstre qu'il a lui-même créé en tant qu'auteur de ses propres yeux. Le monstre Burak apparaît, un monstre océanique mesurant 150 cm de haut. La foule panique devant son apparence grotesque, mais Urien le regarde avec curiosité. Il se souvient avoir créé ce monstre à la hâte en mangeant des sashimi dans un restaurant lorsqu'il était à court d'idées. Il pense que s'il n'y avait pas ses bras et ses jambes, il aurait pu avoir l'air un peu mignon. Soudain, le Burak attaque, et la foule hurle, mais le marquis empêche les chevaliers d'intervenir. Urien a marmonné que le monstre l'avait pris en embuscade sans aucun avertissement préalable. Urien remarque que le monstre n'est pas très rapide et décide de tester d'abord la dureté de ses écailles. Quand il se concentre, un nouveau réticule apparaît devant lui, indiquant le point faible du monstre. Il décide d'essayer de viser celui-ci. Il lance sa dague avec une extrême précision vers le point faible. Le monstre a été touché par la dague et a sauté à cause de l'intensité de la douleur. Le monstre meurt instantanément. Urien est surpris qu'il l'ait achevé avec un seul coup. Un silence stupéfié s'abat sur la salle, puis la foule éclate en applaudissements, déclarant que le jeune maître a réussi à chasser le Burak et que ce qu'il a fait était absolument incroyable. Urien se dresse victorieux alors que tout le monde crie son nom. Dans un état d'incrédulité, le marquis demande à Urien comment il a fait cela. Urien répond simplement qu'il a bien visé et qu'il a atteint la cible. Le marquis refuse d'accepter le résultat. Considérant qu'il est illogique qu'un Burak meure d'une seule dague, Urien profite de la présence de la foule et laisse entendre à voix haute que le grand marquis ne reviendrait sûrement pas sur sa parole. Le commandant des chevaliers tente de sauver la situation, soulignant que la dague de Urien a atterri précisément sous le bras du Burak où il n'y avait pas d'écaille, et que ce qui s'est passé n'était que de la chance. Le marquis insiste pour refaire le pari, mais Urien refuse. Le marquis propose alors d'ajouter une nouvelle promesse au pari. Si Urien gagne à nouveau, il lui accordera un souhait, quel qu'il soit. Mais si Urien perd, il doit apprendre l'escrime comme prévu initialement. Le marquis ajoute que l'adversaire cette fois ne sera pas un Burak, mais un chevalier. Il demande à Urien s'il acceptera le pari, et Urien accepte. Euron voit cela comme une opportunité, surtout quand il remarque que le commandant des chevaliers Karok est dans le public et pense que cela pourrait être une chance de briser la fierté de Karok. Mais il renonce à cette idée, réalisant qu'il serait peut-être préférable de le laisser tranquille pour l'instant afin de s'assurer qu'il continue à recevoir son approvisionnement de poison par l'intermédiaire de Perrault. Euron dit au marquis qu'il comprend qu'affronter un chevalier officiel serait trop difficile pour lui et suggère plutôt qu'il affronte un chevalier stagiaire pour rendre le duel équitable. Euron est surpris quand il réalise qu'il en est arrivé au point d'affronter un chevalier stagiaire. Il demande ensuite au marquis de lui permettre de choisir lui-même le chevalier. Lorsque le marquis lui demande son choix, Euron annonce qu'il choisira Crier. Crier est convoqué, et il s'avance respectueusement. Le marquis lui donne une mission. Crier, avec tout son courage, accepte toutes les missions que le marquis lui confie. Le marquis lui a dit que la mission est d'affronter ce garçon et de corriger ses mauvaises habitudes. Crier est choqué par cet ordre. Le marquis a remarqué l'inquiétude de Crier et lui a demandé s'il pouvait mener à bien la mission, mais il accepte de l'exécuter après l'insistance du marquis. Urien rassure Crier et lui dit de ne pas trop s'inquiéter. Alors que Urien et Crier se préparent pour le duel, Urien annonce qu'il ne lancera que 3 dagues. Et si Crier peut toutes les bloquer, il se considérera comme le perdant. Cette annonce met en colère le marquis qui y voit de l'arrogance et exhorte Crier à lui donner une leçon. Le public partage l'enthousiasme du marquis, encourageant Crier et le menaçant de ne pas avoir de nourriture ou de punition s'il perd. Au milieu du tumulte, Euron entend une voix de femme lui souhaitant bonne chance, ce qui lui plaît. Lorsque le duel commence, Urien se prépare à lancer la première dague. Il utilise l'œil du créateur pour examiner son adversaire, mais est surpris de voir de nombreuses marques de ciblage sur le corps de Creed. Contrairement au monstre Burak, qui n'en avait qu'une, il se rend compte que viser l'un de ses points entraînerait la mort de Creed, ce qu'il ne veut pas. Par conséquent, il décide de viser directement l'épée de Creed. Euron lance la première dague avec une force immense, et lorsqu'elle entre en collision avec l'épée de Creed, Creed est repoussé de plusieurs pas, et un bruit retentissant comme un canon se fait entendre.
Le marquis est choqué et reste debout à sa place, stupéfait par l'énorme puissance qui provenait d'une simple dague. Crier tremblait du choc de la dague qui avait frappé son épée, y faisant même une fissure. Euryan dit à Crier que cette frappe n'était qu'un avertissement de ne pas se reposer sur ses lauriers en matière de défense. Il se prépare ensuite pour le deuxième lancer, annonçant que cette fois, il lancera de toutes ses forces. Urien est convaincu que Creed, en tant que personnage principal, ne mourra pas de ce coup. Urien utilise la technique de la frappe directe et lance la deuxième dague. Creed s'est rendu compte que la puissance de la dague était immense, et malgré sa tentative de la bloquer, l'épée de Crier se brise à l'impact. Au milieu de l'étonnement des spectateurs et de la marquise, il est jeté au sol à genoux, mettant fin au duel en laissant tomber son épée au milieu de la perplexité de la marquise. Après la défaite de Crier, le marquis demande à parler en privé avec Euron, mais Crier intervient, objectant que le pari n'est pas encore terminé, et qu'il reste encore une dague. Le marquis essaie de mettre fin au duel, mais Euron décide de demander directement à Crier. Euron demande à Crier de relever la tête et lui demande s'il acceptera ce résultat non concluant. Crier n'a trouvé aucun moyen de répondre car il se sentait incapable d'affronter Euron, lui rappelant que ce qui fait un chevalier, c'est d'atteindre un résultat final, que ce soit la victoire ou la défaite. En lui demandant s'il abandonnerait ainsi, Crier retrouve sa détermination et demande une nouvelle épée, déclarant qu'il ne se retirera pas de cette manière. Soudain, Crier réveille son aura à l'étonnement des personnes présentes. Euron se rend compte que cela correspond parfaitement à l'histoire qu'il a écrite, où le trait de berserker de Crier se manifeste lorsqu'il atteint sa limite absolue. Euron y voit une opportunité de tester ses techniques avancées. Alors que Crier se prépare avec son aura flamboyante, qui équivaut au talent d'un chevalier chevronné, le marquis s'est senti inquiet pour Euron, incertain de la façon dont il allait agir, tandis qu'Euron semblait complètement confiant en lui, il demande à Euron de lancer la dernière dague. Euron, à son tour, se prépare et lance la dague en utilisant la technique de la montagne incurvée, une technique qui fait tourner la dague sur une trajectoire imprévisible. Crier et le marquis sont surpris par cette technique. Crier s'est senti en colère parce qu'il pensait qu'Eurion se moquait de lui. Crier a balancé son épée de toutes ses forces vers la dague, mais la dague a changé de direction dans l'air et a évité sa frappe d'épée. Crier a été surpris que la dague se soit enfoncée dans son épaule, lui causant une douleur intense pour laquelle il n'arrêtait pas de crier. Le public est confus, croyant que le lancer était lent et que Creed réagit de manière excessive. Jurien pense que la douleur que ressent Creed doit être immense parce qu'il a utilisé une plus grande quantité d'énergie interne dans ce lancer. Avant que le duel ne puisse continuer, le marquis intervient, disant à Euron qu'il a gagné le pari et que leur conversation aura lieu plus tard. Après le duel, Euron s'approche de Creed, qui a toujours mal, et pose sa main sur lui en utilisant la technique d'absorption d'énergie interne pour soulager sa douleur. La douleur disparaît soudainement, et Crier remercie chaleureusement Euron et s'excuse auprès de lui. Crier admet que lorsqu'il a vu la dague voler lentement pour la première fois, il a pensé qu'Euron se moquait de lui, mais il se rend maintenant compte qu'il s'agissait d'une technique divinement magistrale. Crier conclut qu'il est impossible d'apprendre une telle technique en peu de temps, et par conséquent, Euron avait caché ses compétences tout ce temps. Creed continue de développer sa théorie, se demandant s'il existe une organisation secrète ciblant la famille du marquis et qu'Euron avait caché son pouvoir jusqu'à présent dans le cadre d'un grand sacrifice pour protéger la famille. Euron est émerveillé par l'imagination débordante de Creed et se rend compte que sa personnalité penche vers l'amour des théories du complot. Creed offre ses services à Euron, s'engageant à l'aider à combattre toutes les organisations secrètes à l'avenir. À ce moment-là, Euron remarque que le niveau d'affinité de Creed est passé à 26, favorable. Euron n'a pas essayé de corriger les paroles de Creed, se contentant de lui faire ses adieux en lui disant qu'il le verrait plus tard. Après le départ de Creed, criant qu'il répandra la vérité selon laquelle le jeune maître n'a jamais été un voyou, Euron décide que c'est une bonne idée de se rapprocher de Creed, qui deviendra plus tard un chevalier extrêmement puissant. Arin a fait l'éloge de sa performance, encourageant Euron qu'il s'était bien débrouillé dans la bataille. Arin interroge Euron sur la technique qu'il a utilisée à la fin du duel. Euron lui dit que c'est une nouvelle technique et lui demande son avis à ce sujet. Arin répond qu'elle a mené un duel virtuel dans sa tête, et si elle avait affronté cette technique pour la première fois sans la voir, elle aurait été vaincue. Mais maintenant, elle est capable de la bloquer. Urien se rend compte que c'est grâce au trait d'esprit clair rare et puissant qu'elle possède. Euron lui rappelle qu'elle a reçu une éducation chevaleresque depuis qu'elle était jeune, et si elle n'était pas devenue sa femme de chambre personnelle, elle serait une chevalière maintenant. Il lui demande si elle est satisfaite de sa situation actuelle, et elle est surprise par sa question. Plus tard, dans le bureau du marquis, le marquis convoque Jurien à son bureau. Il le gronde initialement pour l'avoir appelé Monseigneur au lieu de père lorsqu'ils sont seuls. Jurien a été surpris par la tentative du marquis de l'approcher cordialement, mais il s'est adressé à lui d'une manière très normale comme il le souhaitait. Puis il l'interroge sérieusement sur la technique qu'il a utilisée lors du duel, notant qu'il a fouillé dans des livres et n'a trouvé aucune technique de lancer avec un mouvement aussi magistral. Il ajoute qu'il est impossible d'apprendre une telle compétence par lui-même en un seul mois, même s'il est un génie. Lorsque le marquis exige de connaître la vérité derrière la technique de Jurien,
Jurien lui dit qu'il ne peut pas dire toute la vérité, mais qu'il avait préparé une histoire parce qu'il avait anticipé la situation. Il lui dit qu'il a trouvé un livre. Jurien explique qu'il fouillait dans la bibliothèque supérieure de la famille à la recherche de méthodes d'entraînement efficaces lorsqu'il est tombé sur un livre posé sur le sol. Cela a fait tomber un autre livre de l'étagère du haut, et ce livre était sans titre mais avait d'étranges gravures dessus. Sans réfléchir, il l'a ouvert, et une lumière en a émané, et quelque chose a été absorbé dans sa tête. Après cela, le livre a disparu. Le marquis conclut avec étonnement que ce livre était un grimoire. Jurien se dit que, bien sûr, il sait ce qu'est un grimoire car c'est lui qui a créé ce décor dans l'histoire où des mages distingués gravent leurs techniques dans des livres pour les transmettre. Le marquis est convaincu par l'histoire, commentant que la bibliothèque du grenier contient tellement de livres collectés par ses ancêtres que lui-même ne connaît pas tout ce qu'elle contient et que le fait que Jurien ait trouvé ce livre était un grand coup de chance. Jurien est d'accord, disant qu'il a en effet touché le jackpot. Le marquis dit à Euron qu'il honorera sa promesse et ne le forcera plus à apprendre l'escrime. Et sur la base de la promesse supplémentaire, il demande à Euron de lui dire son souhait. Euron répond qu'il veut le poste d'héritier. Le marquis est choqué par cette demande, alors Euron lui demande sarcastiquement s'il ne lui accordera pas son souhait. Le marquis répond avec hésitation qu'il devra l'accorder car cela relève de son autorité. Euron remarque l'inconfort de son père et lui dit que le fait qu'il prenne le poste d'héritier le troublera car beaucoup s'y opposeront, et Lady Canna causera un énorme scandale. Par conséquent, il déclare qu'il renoncera à ce souhait cette fois-ci. Le marquis se sent soulagé et le remercie chaleureusement. Euron pense à la vérité, qui est qu'il ne se soucie pas du tout du poste d'héritier car cela signifierait passer ses journées à apprendre à gérer les affaires du marquisat, une vie sans liberté. Jurien pense qu'au lieu de devenir l'héritier, il préférerait utiliser son temps à maîtriser les arts du clan Tang du Sichuan et à parcourir le monde à la recherche d'opportunités. Le marquis lui demande de lui faire part d'un autre souhait. Jurien dit à son père qu'il a l'intention de créer son propre ordre de chevalerie et souhaite nommer Arin et crier comme ses chevaliers. Le marquis considère cette demande comme plus facile que le poste d'héritier et accepte, admettant que le talent d'Eren est trop grand pour qu'elle reste une simple servante. Euron remercie son père. Lorsque le marquis demande qui deviendra le nouveau serviteur personnel d'Euron, car il n'y a actuellement aucun serviteur disponible, Euron suggère une personne nommée Perrault qui travaille dans la cuisine. Il demande à son père de faire comme si le marquis avait choisi Perrault par hasard, et non à sa propre demande. Son père s'inquiéta et lui demanda s'il s'était passé quelque chose, ce à quoi Jurien répondit qu'il lui expliquerait plus tard. Le marquis accepte sa demande sans poser d'autres questions, montrant sa confiance croissante en Euron, ce qui est confirmé par la fenêtre d'état indiquant que le niveau d'affinité du marquis a atteint 74 de confiance. Plus tard, Euron rassemble Arène et Crier et annonce qu'ils sont devenus membres de son ordre de chevalerie personnel et leur demande de s'entraîner dur comme d'habitude. Il leur présente ensuite son nouveau serviteur personnel, Perrault. Eren se méfie toujours de Perrault. C'est parce qu'elle avait déjà demandé à Euron si elle pouvait lui poser une question. Eren demande à Euron pourquoi il a spécifiquement choisi Perrault pour la remplacer, et Euron révèle calmement la vérité, expliquant que Perrault est un espion. Eren a été choqué par sa réponse car elle ne s'y attendait pas. Euron a poursuivi en disant que Perrault avait été envoyé par le commandant des chevaliers Carax et Lady Kaina pour l'assassiner. Eren est choqué et se demande pourquoi il le garde si près, ce à quoi Euron répond avec un sourire que maintenant il n'écoute plus que ses propres ordres. Après cela, Crier demande à poser une question. Euron ne s'oppose pas aux questions. Crier souligne que bien que l'ordre ne comprenne que 2 membres, il devrait au moins y avoir un vice-capitaine. Il explique que ce poste, selon la tradition, devrait revenir à la personne la plus compétente, mais il voit Arin comme ayant l'air jeune et faible et pas du tout forte. Euron est d'accord avec la logique de Crier, ce qui incite Crier à demander un défi pour le poste. Après qu'Arin ait vaincu Crier en duel, Arin lui conseille que ses schémas d'attaque sont trop simples et peuvent être facilement lus. Creed admet sa défaite. Euron annonce que le capitaine de l'ordre de chevalerie est maintenant désigné, et c'est Arin, et tout le monde l'applaudit. Ensuite, Perrault part préparer le dîner et Euron décide de la nouvelle technique de Ted. Euron regarde Perrault s'éloigner et sent son énergie vitale, son ki. Il décide d'utiliser la transmission sonore secrète, une technique tirée des romans Wuxia qui permet de transmettre le son directement à l'ouïe de l'adversaire en utilisant l'énergie interne au lieu du son. Jurien appelle Perrault en utilisant cette technique, et Perrault panique. Quand il entend la voix résonner dans sa tête, Jurien lui dit qu'il communique avec elle par télépathie. Il croit que c'est une forme de magie noire. Jurien profite de sa peur et adhère à cette croyance, faisant croire à Perrault que son maître est un magicien noir qui contrôle les poisons. Euron a été surpris par l'analyse de Perrault et l'a laissé penser comme il le souhaitait sans correction. Euron lui demande si le poison qu'il a demandé est prêt, et Perrault lui dit qu'il a à peine réussi à préparer l'esprit du serpent, un poison extrait de 100 serpents venimeux. Jurien lui ordonne de l'ajouter généreusement à la chaise et à la soupe qu'il mangera. Perrault se sentit nerveux et se précipita pour répondre à sa demande. Cette nuit-là, Jurien médite et se rend compte que son énergie interne ne progresse pas aussi vite qu'il l'espérait après avoir atteint la 3e étoile. Et avec la réalisation qu'une crise mondiale est imminente,
il décide qu'il est temps de quitter le marquisat pour chercher des opportunités de développer son pouvoir. Eurion dit à son père qu'il a l'intention de sortir un moment. Le marquis lui demande s'il a l'intention d'aller au village du marquis, et Eurion accepte. Eurion s'enquiert de la durée de son absence. Cachant son intention de voyager loin, il lui dit qu'il prévoit de s'absenter pendant une semaine. Le marquis accepte sa demande, considérant qu'il mérite une pause après son dur entraînement, puis lui demande comment gérer les gardes. Urien attendait cette question et répond qu'il n'a pas besoin d'une garde spéciale, ce qui surprend le marquis. Le marquis rejette fermement l'idée qu'Euron voyage sans garde, lui rappelant qu'il est l'héritier de la famille Roch. Euron explique qu'il n'aura pas besoin d'escorte car il ne se rend que dans le village voisin. Le marquis explique que le monde est un endroit terrifiant, l'avertissant du danger d'être empoisonné. Jurien pense que le poison ne l'affecte pas, mais il se rend compte qu'il sera difficile de convaincre son père, alors il accepte à contre-cœur de prendre un garde. Jurien lui dit qu'il partira dans 2 jours, et le marquis accepte de lui préparer la garde. Dans sa chambre, Euron décide de s'éclipser le lendemain au lieu d'attendre la garde. Il convoque Perrault et lui dit qu'il part en voyage et qu'il a besoin d'argent. Euron lui rappelle l'argent que Caro lui a donné pour nourrir les serpents. Euron lui demande s'il refusera sa demande. Perrault accepte de lui prêter l'argent immédiatement. Euron l'interroge également sur cette chose, soulignant qu'il a vu le sac spatial partiel que Perrault possède lorsqu'il a sorti les herbes toxiques. C'est un sac magique qui peut contenir une grande quantité de bagages. Perrault accepte également de lui prêter le sac. Après que Jurien ait obtenu ce qu'il veut, il donne à Perrault un faux antidote suffisant pour un mois, qui n'est en fait que des feuilles séchées. Jurien dit à Perrault qu'il apprécie ses efforts jusqu'à présent et qu'il comptera sur lui à partir de ce moment. Il lui promet qu'il lui donnera bientôt une guérison complète. À l'aube du lendemain, Euron laisse une note et se faufile hors du palais. Alors qu'il traverse le jardin vide, il ne rencontre personne dans le jardin comme prévu. Puis un vieux jardinier le salue. Jurien lui rendit son salut. Jurien sent une forte aura émanant du jardinier, mais il décide de l'ignorer pour l'instant. Jurien quitte le territoire des marquisats pour la première fois de sa vie et se dirige vers la tour de magie dans le village voisin. À son arrivée, il dit à la réceptionniste qu'il souhaite utiliser la téléportation, la distorsion. L'employé lui demanda s'il l'avait déjà utilisée, et il répondit non. Lorsque l'employé de la tour de magie lui demande sa destination, Euron lui dit qu'il veut aller au château d'Os. L'employé note que la destination est éloignée et l'informe que le coût est de 50 pièces d'or. Jurien paie le montant, qu'il considère exorbitant, et enregistre un faux nom, Polion, le nom qu'il utilisait dans les jeux en ligne. L'employé le conduit à la salle de téléportation et lui dit qu'il arrivera lorsqu'il entendra un bruit de frappe. Jurien entre dans la pièce, et après quelques instants, il entend une voix lui disant qu'il est arrivé. Il sort pour se retrouver dans une autre tour de magie où un employé du château d'Os l'accueille. Jurien est surpris de n'avoir rien ressenti pendant la téléportation, et l'employé lui dit fièrement que cette sensation de confort pendant la téléportation est la fierté de leur tour de magie. Jurien a été surpris de voir que c'était si facile. Jurien se demanda pourquoi il ressentait une sensation de torsion au lieu du confort habituel. Puis l'employé s'adressa à lui, le saluant et lui souhaitant un agréable voyage. Jurien sort pour explorer le château d'Os et remarque qu'il est situé dans la région occidentale, contrairement au Marlectat, et que l'architecture est différente et que la ville est bondée de monde. Il commence à chercher l'atelier de la licorne dans l'allée du forgeron. Après une longue recherche jusqu'à la nuit, il ne parvient pas à le trouver. Il décide de vérifier la dernière allée restante. Là, il trouve un forgeron qui travaille. Le forgeron lui demande s'il est un client. Jurien lui dit qu'il voulait se renseigner sur l'un des forgerons ici et lui demande s'il connaît un atelier appelé l'atelier de la licorne. Le forgeron répond qu'à sa connaissance, il n'y a pas d'atelier de ce nom à proximité. Euron est déçu, mais le forgeron ajoute ensuite que c'est le nom qu'il prévoyait d'utiliser bientôt pour son magasin. Euron se rend compte qu'il a trouvé la bonne personne. Il utilise l'œil du créateur pour examiner le forgeron, et une fenêtre d'état apparaît révélant que son nom est Jaronox, et qu'il possède les traits de fabrication d'équipements de guerre et d'affinité avec le feu en plus d'autres compétences. Eurion demande à Jaronox s'il peut jeter un coup d'œil aux armes qu'il vend, et le forgeron accepte et l'accueille à l'intérieur. Lorsque Jurien entre dans l'atelier du forgeron, il interroge Jaronox sur ses affaires. Jaronox admet que les affaires ne sont pas bonnes. Son magasin est situé dans un coin isolé, et ses compétences ne sont pas les meilleures. Il ajoute que les clients qui viennent jettent un coup d'œil puis repartent, et il ne sait pas combien de temps il pourra continuer ainsi. Eurion jette un coup d'œil aux armes exposées et se rend compte qu'elles ne sont pas ordinaires du tout. En utilisant l'œil du créateur, il voit des informations sur les épées. Les 3 épées d'esprit du vent sont bénies par l'esprit du vent sylphe et augmentent la vitesse d'attaque, le mouvement et l'agilité. Il y a aussi la grande épée d'esprit de flamme bénie par l'esprit du feu salamandre, qui augmente la force, l'endurance et la durabilité. Euron demande à Jaronox s'il les a fabriquées. Jaronox le confirme, mais les décrit comme des échecs. Il explique que les épées sont devenues étrangement lourdes après avoir été fabriquées au point que même les personnes fortes peuvent à peine les soulever, c'est pourquoi personne ne les achète. Euron pense que ce n'est pas un échec,
mais que les épées n'ont pas encore trouvé une personne digne qui puisse faire ressortir leur véritable puissance. Euron décide d'acheter les épées, croyant qu'elles seraient parfaites pour Aron écrier. Mais il se rend compte que ce ne sont pas les trésors qu'il recherche vraiment. Il demande à Jaronox s'il a des armes gravement rouillées. Jaronox est surpris par la demande mais lui montre un tas de ferraille qu'il prévoyait de vendre comme bois de chauffage. Euron examine les armes, pensant que les choses se passent exactement comme il l'avait prévu dans son histoire, et trouve ce qu'il cherche. Jaronox lui dit qu'il n'a pas fabriqué cette arme, mais qu'il l'a trouvée dans le stockage et qu'il prévoyait de s'en débarrasser. Euron décide de prendre cette arme également. Jaronox lui offre tout pour seulement 2 pièces d'or. Euron pense que c'est une aubaine car la valeur réelle de cette arme dépasse 200 pièces d'or. Euron change son plan. Euron se rend compte que ce qui l'intéresse vraiment, ce ne sont pas les armes, mais le forgeron lui-même. Il propose à Jaronox, qui souffre de difficultés financières, de fermer son atelier et de travailler pour lui comme son forgeron privé. Jaronox est surpris par cette offre soudaine. Le forgeron dit à Euron qu'il n'avait pas ignoré la possibilité de fermer, mais il ne s'attendait pas à ce que cela se produise. Pour le convaincre, Euron se présente formellement. Je suis Euron Rox de la famille Rox, la lance invincible, protecteur du Sud. Jaronox est choqué quand il se rend compte qu'il parle à un membre de la famille du marquis Rox. Après qu'Euron révèle son identité, Jaronox s'agenouille devant lui en demandant pardon car il n'avait jamais imaginé qu'une personne de sa stature visiterait son humble atelier. Euron est surpris par sa réaction et lui demande de se relever, mais Jaronox insiste pour rester ainsi et lui demande ce qu'il veut. Alors Urien accepte à contre-cœur. Jaronox demande pourquoi quelqu'un comme Urien voudrait embaucher un pauvre forgeron comme lui, et Urien répond que c'est à cause de son talent particulier. Jaronox nie avoir du talent, disant qu'il se fait gronder par son maître tous les jours. Jürgen réalisa que son entraînement n'était pas seulement strict. C'était l'incarnation de la rigueur. Jürgen explique qu'il a visité de nombreux ateliers de forgerons aujourd'hui, mais l'arme de Jaronox se distinguait des autres en raison de la sincérité évidente de leur fabrication. Il loue la précision de son travail, notamment dans l'enveloppement des poignées d'épée, ce qui est important pour empêcher l'arme de glisser. Euron lui dit qu'il croit qu'il éveillera un talent spécial un jour. Euron se demanda, je viens d'inventer ça sur le coup. Est-ce que ça va marcher? Jaronox est ému par ses paroles et accepte de le suivre, mais il note qu'Urien est complètement différent des rumeurs qu'il a entendues à son sujet, selon lesquelles il serait un délinquant. Urien décide de lui montrer quelque chose d'intéressant. Il prend le poignard rouillé qu'il a acheté et prononce le mot éveillé. Le poignard se transforme en une arme légendaire brillante appelée Agnès, le vestige de nombreuses formes. Jaronox est surpris tandis qu'Euron pense que cette arme, l'épée égo légendaire, était censée être obtenue par le protagoniste original du roman. Une fenêtre du système apparaît demandant à Euron s'il veut procéder et conclure un contrat spirituel avec Agnès, et il accepte. Après un éclair de lumière, Euron entend une voix en colère dans sa tête se demandant qui il est et comment il ose conclure un contrat avec elle. Euron est surpris que la voix ne soit pas celle d'une fille mignonne comme il l'avait écrit dans son histoire, mais une voix impolie. Agnès le gronde, lui disant qu'il n'a pas une once de talent, et Euron se rend compte qu'elle est en colère parce qu'elle ne peut sentir aucun mana de lui. Agnès se demandait pourquoi quelqu'un comme lui serait un jour capable de conclure un contrat avec elle. Agnès lui demande comment il connaissait son emplacement et l'incantation nécessaire pour la libérer. Euron répond qu'il l'a entendu du grand prophète, un cadre supplémentaire qu'il avait mis dans l'histoire pour assurer la cohérence. Agnès continue de l'insulter, se demandant pourquoi le grand prophète perdrait son temps avec une personne inutile comme lui. Euron demande si elle sait ce qu'il peut faire, puis se répond avec confiance que, bien sûr, il le sait car c'est lui qui a écrit ses paramètres. Il explique qu'Agnès peut se diviser en 2 armes distinctes, et chacune peut se transformer en n'importe quelle arme que son porteur imagine. Dans l'histoire originale, le protagoniste l'utilisait comme une épée et un bouclier. Euron dit à Agnès qu'il sait que si son sous-corps est perdu, il revient toujours à son corps principal. Agnès insiste sur le fait que sa connaissance est inutile car elle ne peut être utilisée qu'avec du mana, ce qui manque à Euron. Elle lui dit d'abandonner, mais Euron lui dit qu'elle est ennuyeuse et utilise son énergie interne pour la forcer à se transformer en un anneau lui causant une douleur intense. Agnès hurle de surprise, sentant la chaleur de l'énergie d'Euron comme si elle fondait. Euron se rend compte que les arts martiaux peuvent remplacer le mana pour activer les capacités d'Agnès. Après cela, Euron finalise ses arrangements avec Jaronox, lui disant qu'il aura besoin de 2 jours pour terminer ses affaires. Ils conviennent de se rencontrer devant le parc central du château d'Adan 2 jours à midi. Alors que Urien erre dans le parc, il est surpris d'y voir Alia. Elena a été surprise et lui a demandé ce qu'il faisait ici. Urien sentit que la situation devant Central Park semblait familière. Il se souvient que c'est là que le protagoniste original était censé rencontrer Elia pour la première fois, et il se rend compte que le chemin du labyrinthe principal a changé d'une manière ou d'une autre. Elia lui demande avec colère ce qu'il fait ici. Urien répond qu'il est venu chercher un forgeron. Elia est surprise, soulignant que la famille Rock a beaucoup de forgerons. Urien explique qu'il voulait embaucher sa propre personne. Elia lui dit que s'il lui avait dit avant, elle aurait pu l'aider, mais il la rassure en disant qu'il a déjà trouvé une bonne personne. À ce moment-là,
Garanox arrive à l'heure. Le forgeron s'est excusé auprès d'Euron d'être en retard et de l'avoir fait attendre. Euron présente Elia à Garanox, en l'identifiant comme sa fiancée. Un autre chevalier les interrompt, demandant à son chef d'escouade, Ilia, à qui elle parle, notant qu'ils partiront bientôt. Ilia présente Euron au chevalier nommé Masque comme son fiancé, Euron Rox. Rox est choqué lorsqu'il voit Euron pour la première fois. Masque est surpris de voir un jeune maître de la famille Rox dans un endroit comme celui-ci et se présente comme Masque Malone, chef de la 5e escouade des chevaliers Stylamère au service de la famille Marcus. Eurien pense qu'il connaît bien Masque car c'est un personnage secondaire avec une mauvaise attitude qu'il a écrit dans son roman. Urion se souvient de la façon dont les événements étaient censés se dérouler dans l'histoire originale. Une personne masquée intercepte Masque et ses chevaliers, puis le protagoniste s'avance et défie Masque. Alors qu'Urion se souvient anxieusement des événements de l'histoire originale où un combat était censé éclater entre le protagoniste et Masque, et Elia arriverait juste à temps pour les empêcher de laquelle leur relation commencerait. Plus important encore, après cet incident, le protagoniste accompagne Elia au combat et la sauve d'une mort certaine. Euron se rend compte qu'il ne peut pas simplement trouver le protagoniste et le ramener sur la scène, et il décide qu'il ne peut pas laisser Elia mourir. Euron demande à Elia sa destination. Elle lui dit que les rapports de raids de gobelins près du château d'Azio ont augmenté, et son ordre de chevalerie a reçu l'ordre de surveiller la zone et de les maîtriser. Euron demande une faveur à Elia, qui est de lui permettre de se joindre à eux. Elia est surprise par sa demande et lui demande pourquoi. Eurien répond qu'en tant que personne qui s'entraîne également, il veut faire l'expérience d'un vrai combat et voir ses compétences de près. Elia l'avertit que cela pourrait être dangereux, mais il la rassure en disant qu'il est bon pour s'enfuir. Elia accepte sa demande et ordonne à Sir Masque de fournir un cheval pour lui et Jaronox. Masque s'oppose, disant qu'ils ne sont pas en pique-nique et ne peuvent pas être négligents, d'autant plus qu'Euron et Jaronox n'ont aucune trace de mana. Masque ajoute qu'ils n'ont ni le devoir ni la capacité de les protéger. Elia lui ordonne sévèrement de suivre les ordres sans un autre mot. Masque obtempère, et Elia lui chuchote qu'il aurait dû devenir le chef d'escouade s'il pensait que c'était injuste. Avant de partir, Elia demande à Euron de rester près d'elle parce qu'il est en danger, et Euron ordonne à Garanox de s'accrocher fermement à lui. Ils partent ensemble. À leur arrivée, Elia divise les chevaliers en équipes de 5 pour rechercher la colonie de gobelins, leur ordonnant de ne pas attaquer et de tirer une fusée de signalisation en cas de combat. Puis Elia a ordonné aux gardes de se disperser. Alors que l'obscurité approche et que le suivi devient difficile, Elia décide de faire demi-tour. Soudain, une fusée de signalisation illumine le ciel, suivie d'une autre fusée provenant d'une direction différente, puis d'une troisième et d'une quatrième. Les chevaliers se demandent combien de fusées ont été tirées, Eurion répondant 4 tandis qu'un autre insiste sur le fait qu'il y en avait 5. Elia décide de se diriger vers la fusée la plus proche à l'ouest, mais l'un des chevaliers essaie de les arrêter. Lorsque l'escouade d'Elia arrive à l'endroit de l'une des fusées, il constate que tous les soldats sont morts. Les chevaliers sont choqués de voir l'armure de leurs camarades fondue, se demandant quel type d'attaque ils ont subi. Elia décide de se diriger immédiatement vers le prochain emplacement de la fusée sud. Là aussi, il trouve tous les soldats tués de la même manière horrible. Alors que l'un des chevaliers exhorte son capitaine à se déplacer rapidement vers la zone suivante, Eurion intervient, criant qu'ils ne peuvent pas bouger maintenant. Elia est surprise par les mots d'Eurion. Urian explique que les gobelins sont éparpillés et chassent leurs soldats un par un, et à ce rythme, il n'y a aucune chance de victoire. Il suggère qu'ils devraient interrompre l'opération et tirer une fusée de signalisation pour rassembler toutes les forces restantes à leur emplacement. Un chevalier lui crie avec colère, lui demandant qui il pense être pour parler de cette manière et le blâme pour ce gâchis. Azurion se souvient que cette scène s'est produite dans son histoire originale où le protagoniste a été réprimandé de la même manière, ce qui a irrité les lecteurs. Alors que le chevalier continue de le réprimander et lui ordonne de se taire, Euron utilise son énergie interne pour le faire pression, ce qui fait tomber le chevalier de son cheval. Elia ne comprend pas comment Euron a pu faire tomber le chevalier sans s'approcher de lui. Euron lui ordonne de connaître sa place et de rester silencieux, et le chevalier terrifié accepte. Eurian lui demande juste de regarder comment il résout ce problème. Puis Eurian se tourne vers Elia, lui rappelant que dans l'histoire originale, elle n'a pas écouté le protagoniste et s'est obstinément accrochée à son opinion. Il lui demande de juger sagement cette fois. Elia est convaincue par son point de vue, admettant qu'elle ne voyait pas clairement la situation, et ordonne qu'une fusée bleue soit tirée immédiatement pour rassembler les forces. Les chevaliers tirent les fusées et attendent que les chevaliers éparpillés restants se rassemblent. Jaranox admire la capacité d'Euron à faire bouger tout le monde comme il le souhaite et lui demande s'il est sûr qu'un plus grand nombre de soldats se rassembleront à nouveau. Mais Urian lui dit que la plupart des soldats ne pourront probablement pas les atteindre. Jaranox devient nerveux quand il comprend ce qu'il veut dire par ces mots. Urian explique qu'un ennemi nommé Karuda les a déjà achevés. Le vrai combat commence. Un des soldats court vers Elia dans un état de terreur. Le soldat terrifié hurle qu'il doit fuir immédiatement, et Elia lui demande avec étonnement ce qui se passe. À ce moment-là, une armée massive de gobelins apparaît, et un autre chevalier crie que leur nombre est écrasant. Alia reste sans voix en voyant ce nombre écrasant d'ennemis.
Elle se sent coupable et s'excuse auprès de Urian, croyant qu'il mourra à cause d'elle. Mais Urian la rassure en disant que ça va et s'avance avec confiance, lui assurant qu'elle ne mourra pas ici. Alia lui demande avec perplexité ce qu'il fait. Urian fait face à la horde de gobelins et appelle Agnès, annonçant qu'il testera ce qu'ils ont pratiqué au cours des 2 derniers jours. Il lui ordonne de générer des balles de fer noir par procuration. Jurien pense qu'il n'a pas eu la chance d'essayer cette technique, qu'il a obtenue après avoir atteint le 3e niveau du corps de 10 000 poisons. Avant, une fenêtre système apparaît devant lui expliquant que la technique de souffle de fer noir tire des armes cachées remplies de puissance interne en faisant exploser les balles de fer noir. Jurien crie en ordonnant au gobelin de recevoir son attaque et jette la balle, qui atteint sa cible. Après que la balle se soit logée dans l'une des armes des gobelins, au milieu de leur confusion, la première explosion s'est produite, qui a anéanti un grand nombre d'entre eux au milieu de leurs cris, ce qui a conduit Urian à ordonner aux balles de revenir. Il pense à lui-même avec bonheur à quel point la capacité d'invocation par procuration d'Agnès est parfaitement adaptée à son pouvoir. Dès que les balles reviennent, il les jette à nouveau, créant des explosions consécutives qui anéantissent davantage de gobelins. Une Elia choquée lui demande ce qu'il vient de jeter, et Urian répond calmement que la technique s'appelle souffle de fer noir et qu'il expliquera les détails plus tard. Elia remarque que le nombre de gobelins a considérablement diminué. Alors elle se tourne vers ses chevaliers étonnés et leur crie, leur demandant ce qu'ils font, leur assurant que la victoire est maintenant possible. Elle les exhorte à saisir l'opportunité et à éliminer les gobelins restants. Sous sa direction, les chevaliers chargent pour engager les ennemis restants. Pendant la bataille et l'affrontement entre les chevaliers et les gobelins, l'un des gobelins essaie de fuir la bataille mais est surpris par quelque chose qui se dresse sur son chemin, et il crie de douleur alors qu'une main rouge apparaît en saisissant sa tête. Alia est stupéfaite et se demande ce qui se passe. Soudain, un guerrier massif à la peau rouge d'une taille incroyable apparaît parmi les gobelins, tenant le cadavre d'un gobelin dans sa main. Urien observe ce nouveau venu, réalisant que le guerrier gobelin légendaire, Karuda, est finalement apparu. Urian le regarde avec détermination, pensant que s'ils ne peuvent pas l'éliminer aujourd'hui, ils mourront tous. Ilia est stupéfaite et se demande ce qu'elle voit. Soudain, un guerrier massif à la peau rouge apparaît parmi les gobelins. Urian observe calmement ce nouveau venu, réalisant que le guerrier gobelin légendaire, Karuda, est finalement apparu. Karuda pousse un rugissement violent qui secoue l'endroit, et Alia et ses chevaliers sont affectés par la force du cri et reculent de quelques pas. Karuda saisit son arme massive et bondit dans les airs, se préparant à porter un coup écrasant à Elia. Dans ce moment critique, Elia réalise qu'elle doit fuir. Mais avant qu'elle ne puisse bouger, Urian la pousse avec force et la sauve au dernier moment. L'arme de Karuda s'écrase sur le sol, causant une destruction massive là où elle se trouvait. Urian dit à Alia que la situation était critique, et elle regarde avec choc les corps de ses camarades qui ont été victimes de l'attaque. Karuda grogne, tournant son attention vers Urian, qui décide de l'affronter et libère la technique de l'explosion de fer noir. Le coup frappe directement le visage de Karuda et explose, mais il émerge de la fumée complètement indemne. Après que Karuda ait laissé échapper un grognement indifférent, Urian est choqué et se demande comment son attaque a échoué, se souvenant que l'histoire mentionnait que la peau du guerrier gobelin était dure comme l'acier, mais le voir en réalité était une chose terrifiante. Alia s'avance avec une colère intense et crie sur Karuta, jurant qu'elle ne lui pardonnera jamais ce qu'il a fait à ses subordonnés. Elle bondit dans les airs et utilise une puissante compétence offensive, portant une série de coups rapides et magistraux au corps de Karuta, qui hurle de douleur. Les soldats acclament leur chef, admirant sa force, tandis que Urian pense que le trait de reine de l'épée d'Ilia est incroyablement puissant. Urian est émerveillé par sa capacité à suivre Karuda même s'ils sont encore au début des événements du roman, et il remarque que ses attaques pénètrent son armure et sa peau dure. Mais soudain, Karuda laisse échapper un cri assourdissant, et Alia est surprise de le voir utiliser une puissante aura de combat rouge, quelque chose d'inattendu de la part d'un gobelin. Karuda utilise son nouveau pouvoir pour lancer une attaque sur Alia, puis porte un coup violent qui la jette au sol. Urian réalise que les événements se déroulent exactement comme dans le roman original, où Alia est vaincue par Karuda. Les soldats appellent leur chef, Alia, alors qu'elle se débat au sol. Elle s'avoue que c'est frustrant, mais elle ne peut pas vaincre ce monstre. Alors qu'elle regarde Karuda entouré de son aura rouge, elle décide qu'il n'y a pas d'autre choix que de s'échapper. Urian se tient devant eux, et Karuda tourne son attention vers lui, alors Ilia l'appelle avec inquiétude. Urian attaque en premier en utilisant la technique de la coupe droite pour lui lancer un poignard, mais Karuda hurle et détruit le poignard d'un seul coup de sa main. Urian est choqué par sa capacité à détruire son attaque si facilement. Karuda grogne de colère, mais est soudainement surpris et regarde sa épaulière. Quelque chose de petit qui s'y était logé explose, lui causant de la douleur alors que du sang coule de sa blessure. Jurien se moque de lui, expliquant que la première attaque n'était qu'une feinte et que Karuda était tellement occupé à la bloquer qu'il n'a pas vu la deuxième attaque. Urian ajoute que bien que sa peau soit peut-être dure comme l'acier, il existe clairement des points faibles sur son corps. Urian pense que le système n'arrêtait pas de montrer les fissures dans l'armure de Karuda comme des points faibles, il n'a donc pas pu résister à les cibler. La colère de Karuda s'intensifie,
il rugit violemment puis se précipite pour attaquer Urian. Urian esquive difficilement ses coups. Et alors que Karuda rate l'un de ses coups, Urian lui demande où il pense aller, puis lui lance un autre projectile explosif. Urian sourit et demande s'il est en colère maintenant, lui disant qu'il n'a pas l'intention de le laisser l'attraper si facilement. Soudain, Karuda ignore Urian et regarde ailleurs. Urian remarque que son regard est dirigé vers le forgeron, Jaronox, et lui demande pourquoi il regarde dans cette direction. Karuda hurlé se précipite soudainement en avant, et Urian réalise avec crainte que Karuda cible Jaronox et non lui. Karuda bondit dans les airs, attaquant le forgeron non armé. Urian décide qu'il doit le sauver quoi qu'il en coûte. Il verse toute son énergie interne dans la technique améliorée du petit pas de dragon et se précipite en avant à la vitesse de l'éclair. Urian parvient à devancer Karuda, saisit le forgeron et l'éloigne du danger. À l'étonnement du guerrier gobelin qui ne s'attendait pas à une telle vitesse surhumaine, Ilia est stupéfaite par l'incroyable vitesse que Urian vient de déployer. Urian décide de mettre fin à la bataille, faisant appel à Agnès et se préparant à utiliser la technique la plus puissante des arts du clan Tang, la transformation en agrafe de fleurs de sang. Orion libère un papillon lumineux et coloré en utilisant le lancer incurvé. Le papillon se dirige vers Karuda, et Alia s'émerveille de la beauté de la scène. Mais le papillon commence à s'approcher du corps de Karuda qui hurle et essaie de le repousser de lui. Le papillon touche sa poitrine et brille intensément, puis explose en créant un grand trou dans son corps. Jurien lui-même est surpris par la puissance de l'attaque, admettant qu'il ne s'attendait pas à ce résultat même s'il a utilisé une grande quantité de son énergie interne. Karuda chancelle en arrière en regardant le trou dans sa poitrine, puis tombe au sol vaincu. L'un des chevaliers s'exclame qu'ils ont gagné, mais Elia lui dit que la bataille n'est pas encore terminée. Elle souligne qu'il reste quelques gobelins et ordonne de les éliminer. Une fois la bataille complètement terminée, Garanox remercie abondamment Euron de l'avoir sauvée. Plus tard, Euron demande à Elia comment elle va, et elle répond qu'elle lui doit la vie et ne peut pas se plaindre. Orion lui dit que s'entraider est normal. Il lui explique ensuite qu'il n'a pas appris l'escrime, mais un art appelé la mémorisation. Elia lui demande avec surprise si c'est comme utiliser des poignards, et Euron lui assure que tout ce qu'il a fait, de l'orbe explosif au papillon, fait partie de cet art. Elia est émerveillé et réalise l'étendue de ses compétences. Elia pensa que ce qu'Euron avait fait, malgré sa difficulté, pourrait lui ouvrir de nouvelles portes et élargir ses horizons après avoir passé toute sa vie à maîtriser l'art de l'escrime. Un chevalier informe Elia que le sac magique est prêt, alors elle décide qu'il devrait au moins prendre la tête de Karuda comme preuve et regarde son cadavre. Elle lui coupe la tête, et tandis que le chevalier s'inquiète que l'énorme tête puisse contaminer le sac, Elia le rassure en lui disant que le sac est conçu à cet effet. Elle suggère qu'il parte bientôt car il se fait tard, mais elle s'arrête soudainement et appelle Masque qui est soudainement apparu devant eux. Elia demande au Masque de nuit pourquoi il est en retard, soulignant qu'il s'est écoulé beaucoup de temps depuis que la fusée de signalisation a été tirée. Masque s'excuse, expliquant que lui et son équipe sont allés trop loin, et sur le chemin du retour, ils ont été pris en embuscade par des gobelins, ce qui a causé leur retard. Elia demande pourquoi il n'y a que lui et un autre chevalier, et il répond que le reste de l'escouade a été anéanti parce que les gobelins étaient plus forts que prévu. Avec un regard acéré, Elia exige de voir les corps de leurs camarades et lui ordonne de l'emmener à leur emplacement. Masque essaie de gagner du temps, suggérant qu'il le fasse le lendemain parce qu'il est tard, mais elle refuse fermement et lui ordonne de l'emmener immédiatement. Masque obtempère, maudissant la situation dans son souffle, puis dégaine son poignard et attaque Elia. Orion révèle sa tromperie, jetant son poignard pour couper instantanément la main de Masque, soulignant qu'il est illogique que ses vêtements et ceux de ses compagnons n'aient pas de sang de gobelin vert dessus après une bataille acharnée, mais seulement du sang humain rouge. Il l'accuse de collusion avec les gobelins et de leur avoir divulgué des informations depuis le début. L'autre chevalier se demande comment elle le savait, tandis qu'Orion pense qu'il sait tout cela parce que c'est lui qui a écrit les événements de ce roman. Le chevalier essaie de défendre Masque, mais Elia l'interrompt, lui tranchant la gorge et ordonnant d'appréhender les traîtres. L'autre nuit implore le pardon, avouant qu'il ne faisait que suivre les ordres. Le lendemain matin, à la résidence officielle du château d'Ozu, alors qu'Euron dort profondément, Jaranox le réveille en lui disant qu'il est presque midi. Jaranox ajoute avec enthousiasme qu'Elia est venue lui rendre visite. Euron voit Elia vêtue d'une robe élégante, et elle le salue chaleureusement, lui demandant s'il a bien dormi. Euron est complètement choqué, incapable de comprendre cette transformation soudaine de son apparence et de sa douce attitude. Euron est choqué par l'apparence et les vêtements d'Elia, et il lui demande avec étonnement pourquoi elle porte cette robe formelle. Ensuite, Elia l'invite à aller avec elle chez elle, expliquant que son père lui a ordonné de l'amener avec elle coûte que coûte, et lui demande s'il viendra. Orion accepte immédiatement, pensant que la description d'elle comme la plus belle femme du monde était exacte. Il se souvient également que dans le roman original, l'histoire progresse avec le protagoniste sauvant Elia puis rencontrant le marquis Marcus. Elia lui dit qu'elle l'attendra dehors et lui demande de se préparer et de sortir. Alors qu'il y pense, il remarque que le niveau d'affinité entre lui et Elia est passé à 45, favorable, et il se demande comment l'aider une seule fois a pu autant l'augmenter. Après qu'Euron se soit préparé,
lui et Garanox sortent pour rencontrer Elia. Il lui demande si elle attend depuis longtemps, et elle leur dit qu'il est temps d'y aller. Alors qu'ils marchent, la foule applaudit avec admiration en voyant Elia, l'appelant la Nidus au sang de fer. Il la félicite d'avoir affronté seul le champion gobelin et l'acclame. Orion se souvient que ce titre honorifique lui a été attribué parce qu'elle n'a pas reculé même lorsqu'elle était en danger de mort aux mains du champion gobelin, comme cela s'est produit dans le roman. Ensuite, l'attention de la foule se porte sur la personne à côté d'elle, et ils crient le nom, leur Orion, le mage de fer, exprimant leur admiration pour sa beauté et le remerciant. Orion est surpris par le titre de mage de fer et réalise que ces titres proviennent des témoignages des soldats survivants. Ils ont dû le voir utiliser les arts du fer noir et ont pensé qu'il était un mage qui utilise le fer. Elia appelle Orion et le remercie encore de l'avoir sauvé 2 fois. Il répond humblement que ce qu'il a fait est quelque chose que n'importe qui d'autre aurait fait. Elle lui dit ensuite que ce matin, elle a emmené les soldats et est retournée dans la forêt pour récupérer les corps de leurs camarades sur le champ de bataille horrible. Tristement, elle décrit comment le fait de voir les corps horribles de leurs soldats éparpillés dans la forêt lui a fait comprendre que s'ils n'avaient pas été là hier, elle aurait subi le même sort. Avec un regard déterminé, elle déclare qu'elle s'entraînera encore plus dur pour devenir plus forte et se tenir au-dessus de tout le monde, jurant qu'elle ne sera plus jamais vaincue. Orion a réalisé que c'est le moment où elle éveillerait son véritable talent et deviendrait une force digne du titre de reine de l'épée. L'un des mages explique que la maison de la famille Marcus n'est pas loin du château d'Os, mais Elia dit à Orion que son père a convoqué les mages de la famille afin qu'ils puissent revenir confortablement en utilisant la magie de téléportation. Elia dit aux mages qu'ils sont prêts. Les mages commencent à lancer le sort, et dans un éclair de lumière, Orion et Garanox se retrouvent dans un endroit complètement différent. L'air choqué, Elia leur dit qu'ils sont arrivés à leur domaine et les invite à s'avancer. Orion se sent un peu étourdi par la téléportation, réalisant que la sensation de vertige mentionnée par les tours de magie est réelle. Garanox regarde autour de lui avec admiration et demande à Orion si sa propre résidence est aussi grandiose, tandis qu'Orion pense qu'il sera enfin invité à un repas. Alors qu'Orion se prépare, il pense à comment il n'a mangé que de la chaise et de la soupe tous les jours chez lui. Mais aujourd'hui, il mangera enfin de la nourriture digne d'un noble. Il entre dans une salle à manger luxueuse où le marquis Marcus, qui est assis à la tête de la table avec Elia, l'accueille. Orion salue formellement le marquis, mais le marquis lui dit de ne pas être aussi formel et l'invite à s'asseoir. Le marquis commence par remercier Orion, expliquant qu'il est reconnaissant car il a sauvé la vie de sa fille Elia avant même qu'elle ne devienne sa fiancée. Jurien répond humblement que ce qu'il a fait était son devoir. Lorsque les serviteurs apportent la nourriture, Jurien est choqué de découvrir que le plat est une soupe spéciale de Cheran, style famille Marcus. Le marquis explique que leur famille a la même tradition que la famille Rock de manger la soupe après les batailles et que leur recette secrète la rend plus délicieuse. Alors que le marquis l'invite à apprécier son repas, Orion force un sourire et dit qu'il mangera bien, se sentant plein de ressentiment à l'intérieur. Alors qu'il mange la soupe, le marquis le surprend en lui demandant quand il épousera Ilia, ce qui provoque Ilia qui crie sur son père. Jurien sent que cette question n'est rien d'autre qu'un test. Il utilise sa capacité à voir que le niveau d'affinité du marquis est de -10, légèrement défavorable, mais il réalise que ce nombre est une amélioration significative et décide que sa réponse doit être bien réfléchie. Jurien dit au marquis qu'il aimerait se marier immédiatement, ce qui surprend à Elia, mais il ajoute qu'il n'est pas encore devenu l'héritier de sa famille et qu'il est toujours méprisé à cause de son mauvais passé. Il affirme qu'il va se changer pour devenir un homme digne d'Ilia, et qu'une fois qu'il sera officiellement devenu l'héritier, il l'emmènera avec lui. Ilia est touché par ces mots, mais le marquis s'interroge sur la possibilité d'y parvenir, lui rappelant que ses jeunes frères sont connus pour leur génie et lui demande s'il pense vraiment pouvoir les vaincre pour devenir l'héritier. Jurien répond avec une confiance absolue que, bien sûr, il le peut. Le marquis rit bruyamment, commentant que Jurien a en effet beaucoup changé comme il l'a entendu et lui dit qu'il le soutiendra. Le marquis ajoute ensuite qu'avant l'arrivée de Jurien, il a reçu un message de son père, Wellington. Orion se rend compte que la nouvelle a déjà atteint la famille Rox grâce à la magie de communication. Orion demande ce que son père a dit, et le marquis lui dit que son père lui a demandé de l'appeler plus tard en utilisant la magie de communication et qu'il le guidera vers la salle de communication après le dîner. Orion le remercie, mais son visage montre des signes d'inquiétude. En mangeant, Orion remarque qu'Elia fronce les sourcils, mais il se sent satisfait car il croit avoir réussi à faire bonne impression sur son père, le marquis Marcus. Après le dîner, dans la salle de communication, un mage commence à lancer un sort de magie de communication pour ouvrir une connexion avec la famille Rock. Une boule de cristal s'allume et une image de Wellington, le père d'Orion, apparaît. Orion est émerveillé par la scène, qui, à son avis, ressemble à un projecteur et à un appel vidéo. Wellington appelle son fils, et Jurien répond par un salut tendu. Wellington lui crie d'abord dessus, puis lui demande avec inquiétude s'il a été blessé, ce que Jurien nie. Après cela, son père lui demande sérieusement si c'est vrai qu'il a sauvé Elia et tué le champion gobelin. Orion répond humblement que ce qui s'est passé n'était qu'un coup de chance. Son père doute de l'histoire de la chance et lui dit qu'il écoutera les détails à son retour à la maison, puis lui demande quand il reviendra.
Eurion lui dit qu'il sera de retour dans environ 2 jours. Wellington est d'accord, mais lui ordonne ensuite que lorsqu'il reviendra, il doit amener ses jeunes frères avec lui. Jurien est choqué par cette demande inattendue. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.